Bien, bonjour à tous. Merci à tous de vous être connectés à cette discussion. Donc, on va pas tarder de commencer. On vous propose de bien vous renommer, mettre votre institution de rattachement, votre structure de rattachement ou votre quartier, si vous êtes des habitants. On a quelques habitants de conseil citoyen. Voilà, Dominique qui vient de citer. Donc on a une grande diversité de personnes présentes ce matin pour cette discussion autour de l'histoire de la banlieue. Donc en tout cas, merci de mettre quelques informations. On va vous demander, si possible, de laisser votre caméra également allumée pour qu'on puisse vous voir. C'est plus intéressant de voir les uns et les autres que d'avoir des écrans noirs. Mais voilà, chacun est libre évidemment de choisir ou non, mais on vous propose de le faire pour qu'on puisse savoir qui on a en face. Voilà, ben je vais commencer un petit peu le lancement. Ça va laisser le temps aux uns et aux autres d'arriver. On a une grande diversité donc de personnes qui sont inscrites. Donc nous, on est Trajectoire Ressources. On est le centre ressources pour la politique de la ville en Bourgogne-Franche-Comté. On fait partie d'un réseau de plusieurs centres de ressources en France. Certains sont représentés d'ailleurs aujourd'hui sur la discussion. Et depuis quelques années, on met en place ces rendez-vous qu'on a appelés Oxygène et qui datent de la crise sanitaire où on avait besoin de prendre la température sur les territoires, de savoir ce qui se passait un petit peu dans les quartiers, et comment la politique de la ville vivait. Et on profitait un petit peu de la mise en œuvre des visioconférences un petit peu facilitées pour faire des temps de réflexion, des temps d'échange. Donc on a gardé ces rendez-vous. On a fait plus de 20 rendez-vous thématiques. Et donc, on a souhaité avoir un temps pour cette fin d'année autour de l'histoire de la politique de la ville, de l'histoire des banlieues, l'histoire des quartiers, pour partager avec vous différents éléments. Donc, ce temps, en fait, il est venu en lisant le dernier ouvrage de Thibaut Tellier sur l'histoire de la banlieue, qui est sorti en 2024 à la rentrée de septembre. Et on a trouvé vraiment plein d'éléments qui faisaient écho à ce qu'on a vécu en 2024 autour de la réécriture des contrats de ville. Donc, dans les territoires, on a passé beaucoup de temps à réécrire les contrats de ville et à se dire, mais qu'est-ce qu'on veut pour le développement social et urbain des territoires? Et à travers la lecture du livre donc de Thibaut Tellier, de l'ouvrage on aura une petite présentation tout à l'heure, ben on s'est dit qu'il y avait énormément de sujets qui finalement on retrouvait dans l'histoire à la fois de la politique de la ville, mais aussi de ce qui concerne les banlieues, les quartiers prioritaires. Donc on a évidemment évoqué l'image des quartiers, la question de la planification, notamment de la croissance urbaine, la question des religions, des arts, de la participation des habitants à la fabrication des politiques publiques et la décision politique, à l'animation des quartiers, la question de la peur, la question de l'éducation populaire et des centres sociaux, du militantisme urbain, la question des différentes formes de mixité, bref, etc. On s'est dit que cet ouvrage nous réveillait en nous une très grande diversité de sujets qui refaisaient écho aujourd'hui dans la construction et l'animation de la politique de la ville. D'où ce rendez-vous aujourd'hui. Donc, on va vous proposer de vous nourrir d'abord un petit peu du regard de l'historien, de Thibaut Tellier, qu'on remercie beaucoup d'être avec nous ce matin, qui va nous faire un petit écho hein, de son travail et de son regard autour de la question qui sera posée aujourd'hui sur comment s'inspirer de l'histoire de la politique de la ville pour animer l'histoire des banlieues, pardon, pour animer la politique de la ville. Et puis on aura des discutants, on aura quelques discutants, on aura Jean-Luc Michaud qui est membre du comité d'histoire et l'ancien directeur de Trajectoire Ressources, on aura des étudiants en carrière sociale sur le parcours Ville et Territoire Durable de l'IUT de Belfort-Montbéliard. Donc on remercie Marie-Pascale Guyon d'être partenaire avec nous. Et puis, en fait, ce rendez-vous, il a été monté aussi avec le comité d'histoire de la politique de la ville, dont on va tout de suite donner la parole à Michel Didier, qui est son président, et on a voulu voilà faire ce rendez-vous ensemble, quoi. Donc juste sur la mise en œuvre, donc là c'est enregistré parce qu'on veut garder une trace aussi de la discussion du jour. On vous demande d'être vigilant par rapport au micro, etc. Bon, on est là pour aussi réguler. On connaît bien maintenant ce système-là. Et donc de garder vos caméras ouvertes pour qu'on puisse vous voir.
Et vous avez le chat pour à tout moment réagir, poser des questions, et on essaiera aussi d'injecter dans l'animation un peu vos retours, et on aura du temps libéré pour intervenir, quoi. Voilà, donc merci à tous. On va laisser encore les uns et les autres arriver. On a toujours quelques minutes de retard. Et puis Michel, si tu peux nous dire un petit mot, le comité d'histoire, voilà, et le partenariat qu'on a, quoi. Bien, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation, Benjamin. Je salue donc tous les participants, mais je salue évidemment particulièrement le réseau des centres de ressources, puisque lorsque j'étais au ministère de la Ville, j'avais beaucoup travaillé avec eux et ce sont des compagnons de route de longue date. Donc le rôle est important globalement par rapport à la ville, mais globalement, il est aussi important pour notre comité. Donc j'en dirai un mot tout à l'heure. Deux mots de présentation de notre comité d'histoire pour vous dire qu'il a été créé par arrêté ministériel en 2022. Donc c'est un jeune comité d'histoire encore par rapport à d'autres. C'est ce qui lui donne sa légitimité, hein, cette création par arrêté ministériel. Donc, on a deux instances, un comité d'orientation composé des principes de l'État, des principaux partenaires de la politique de la ville et des grands réseaux, dont le réseau des centres de ressources de la politique de la ville, qui sont membres de droit de ce comité, et puis un certain nombre de personnalités qualifiées au regard de leur connaissance de la politique de la ville et de la connaissance du sujet, et puis un conseil scientifique pluridisciplinaire avec des historiens, mais pas que, dont évidemment Thibaut Tellier, que je salue aussi, puisque j'étais le préfigurateur du comité d'histoire et Thibaut était le préfigurateur scientifique. C'est sur la base de notre rapport que ce comité a été créé en 2022. Donc, il a des activités, je dirais, classiques d'un comité d'histoire. Donc, on organise des journées d'études, des séminaires de recherche. Je dirai un mot tout à l'heure de celui qui s'ouvre demain à la Caisse des dépôts, à laquelle, évidemment, vous êtes invités, y compris en visio. On recueille des témoignages des acteurs de la politique de la ville. On a mis en chantier un guide des sources. On a un site internet que je vous engage à consulter. Mais on a des spécificités par rapport à d'autres comités. La première, c'est que le comité d'histoire de la politique de la ville est porté juridiquement par une association. Donc c'est assez original dans le paysage des comités d'histoire. Ça lui donne de la souplesse et, pour rien vous cacher, une certaine indépendance par rapport à d'autres comités qui sont installés dans des services ministériels et qui sont complètement dépendants des changements et des aléas politiques. Et inutile de vous dire qu'en ce moment, c'est plutôt légion. Donc, ça nous donne une capacité aussi à associer l'ensemble des partenaires de la petite ville. C'était notre choix dès le départ, donc y compris, encore une fois, les réseaux associatifs et les réseaux de professionnels, même si, naturellement, l'État et la Caisse des dépôts subventionnent ce comité d'histoire pour lui donner les moyens de fonctionner. La deuxième originalité, c'est qu'on ne souhaite pas faire une histoire qui soit académique, institutionnelle, par le haut, comme on dit, mais une histoire aussi par les acteurs et avec les acteurs et avec les territoires. Donc, c'est pour nous aussi le moyen de valoriser l'engagement de tous les acteurs sur le terrain dans ces quartiers depuis plus de 50 ans. On souhaite également appuyer le développement de travaux d'histoire locale, euh, puisqu'il s'agit d'une politique qui est quand même d'essence territoriale et sa mise en œuvre a dépendu énormément des contextes territoriaux, même si c'est aussi une politique nationale. Donc, pourquoi on a créé un comité d'histoire de la politique de la ville? Après tout, il y a d'autres comités d'histoire. C'est parce que on a le sentiment que c'est une politique qui reste très méconnue, en dehors d'un cercle d'initiés dont vous faites tous partie, alors même qu'elle a accompagné depuis 50 ans beaucoup de mutations qu'a connues la société française en matière urbaine, économique, sociale, culturelle, et qu'elle a aussi apporté beaucoup d'innovations dans la gouvernance de l'action publique. Et dans cette capacité à faire travailler ensemble tous les acteurs, évidemment l'État et les côtés locaux, et les contemporains de la décentralisation, mais également les acteurs associatifs, par exemple. Et que ce qu'on souhaite, c'est pouvoir construire un récit un peu objectivé avec le recul historique sur ce que cette politique a apporté, avec le regard critique nécessaire, naturellement, au quartier populaire, et sortir un peu de deux représentations très répandues, tout aussi fausses l'une que l'autre d'ailleurs, entre ceux qui pensent qu'on laisse les habitants des quartiers à l'abandon et ceux qui pensent qu'on y injecte des milliards d'euros pour rien. Donc c'est un travail qui est assez colossal, hein, compte tenu de l'ampleur du sujet. On s'y est attelé. Donc, je disais, on a lancé
On a déjà fait plusieurs journées d'études et on a lancé déjà deux séminaires. Donc, une première journée d'études en juillet 2023 qui a été publiée, qui porte sur les enjeux, les sources et les méthodes pour faire l'histoire d'une politique publique comme la politique de la ville. Et puis, un premier séminaire qui était consacré aux jeunes dans la politique de la ville, qui s'est clôturé en septembre dernier et dont les actes vont sortir là, pas voie numérique, je crois que ça va être demain ou après-demain, et puis ensuite une publication papier, et puis demain, donc le lancement de notre nouveau séminaire qui sera sur le thème des liens entre politique de la ville, décentralisation et gouvernance locale au pluriel. Donc évidemment, je vous engage à suivre attentivement ce séminaire qui commence demain à la Caisse des dépôts, mais qui va durer toute l'année 2025 avec des séminaires délocalisés en partie, notamment sur Toulouse, sur Lyon, sur Marseille et en Seine-Saint-Denis. On ne peut pas aller partout. Et en fait, on est allé dans les endroits où les comités locaux ont déjà manifesté leur volonté de financer des thèses, CIFRE, d'histoire locale. Donc, évidemment, c'était pour nous l'occasion aussi de renforcer un peu cette démarche volontariste des élus locaux. Donc, dernier mot pour ne pas être trop long, pour évidemment souligner l'importance des centres de ressources dans cette démarche de notre comité. Donc, merci encore une nouvelle fois de cette initiative. Benjamin, tu disais c'était très juste ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que l'histoire permet aussi de revisiter la fabrication des nouveaux contrats de ville. Moi, il se trouve que j'avais été invité, et je sais que Thibaut Tellier l'avait été aussi par certains centres de ressources, par Réseau-Vie notamment. On voyait bien qu'il y a un appétit pour l'histoire pour redonner du sens, tout simplement, à l'action des praticiens d'aujourd'hui. J'ai oublié de dire qu'une de nos volontés au comité d'histoire, c'est d'ouvrir tous nos séminaires aux praticiens. Et quand je dis praticiens, c'est évidemment les professionnels, mais c'est aussi les acteurs associatifs. C'est alors évidemment, il y a des chercheurs, mais on souhaite vraiment que les praticiens interviennent, y compris comme témoins, sur les sujets qui seront abordés. Et puis, le rôle des centres de ressources, c'est aussi pour nous, évidemment, la possibilité de capitaliser la mémoire locale de cette politique. Parce qu'il ne faut pas qu'une mémoire nationale, mais aussi une mémoire locale, et d'accompagner toutes les démarches, justement, qui visent à favoriser la constitution de ces mémoires et à favoriser l'histoire de la politique David dans les différents territoires. Donc, encore une fois, je remercie le réseau des centres de ressources et particulièrement Trajectoire Ressources, puisque les centres de ressources sont représentés à la fois au comité d'orientation, donc les instances officielles, et aussi au conseil d'administration de l'association de gestion, qui a l'instance de gouvernance politique. Donc, je ne peux que les remercier encore de leur engagement et de la coopération qui va se renforcer encore cette année avec le nouveau séminaire. Merci beaucoup Michel pour ces éléments. Antonin Coix, qui est également le directeur du comité d'histoire, transmet des éléments au fur et à mesure. Donc on fera le relais également sur le site internet et les éléments que vous publiez et qui nous sont qu'on peut faire circuler. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans le sujet en donnant la parole à Thibaut Tellier, dont on a posé une question très simple. On lui a dit, bah, vous avez 15 minutes, 20 minutes, on va voir à peu près pas plus de 20 minutes, en tout cas une quinzaine de minutes sur voilà l'histoire de la banlieue peut-elle nous inspirer aujourd'hui, qui est le thème de cet oxygène, de ce rendez-vous, et nous inspirer, c'est nous inspirer évidemment en politique de la ville et pour toutes les décisions qui se prennent et toute l'animation et le pilotage de cette politique publique. Donc bah, Thibaut, on vous laisse nous dire un petit peu vos propos et puis derrière il y aura des rebonds, des questions et voilà, on va discuter comme ça jusqu'à 11h30. Merci. Bien, merci Benjamin pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je vais vous parler d'histoire puisque je suis historien et mon approche est effectivement de tenter de remettre en perspective ces sujets dans la mesure où effectivement la politique de la ville pourrait apparaître comme une politique publique lambda. Euh, Or, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Michel l'a souligné, c'est une politique complexe, mais c'est aussi une politique qui s'inscrit dans une temporalité et qui renvoie en fait à l'évolution de la société française. J'ai souvent tendance à dire aux étudiants que
Au fond, la banlieue est une sorte de miroir de la société française elle-même et qu'elle est absolument pas déconnectée des problématiques qui regardent tous les Français, bien au contraire. Alors, juste pour resituer un peu cette histoire de la banlieue, bon, moi, j'ai commencé par faire une thèse en histoire politique qui n'avait strictement Ah, rien à voir puisqu'elle partait sur la crise du parlementarisme dans l'entre-deux-guerres. Et ensuite, j'ai été nommé volontairement dans un lycée professionnel en zone sensible à Roubaix. Et c'est là que j'ai découvert la politique de la ville, mais vue véritablement du terrain. Bon. Et par la suite, comme à l'agrégation, j'avais eu comme question de contemporaine ville et société au XIXe siècle, j'ai fait la connexion et j'ai commencé à m'intéresser à ces problématiques et j'ai fini par soutenir une habilitation à diriger des recherches sous la direction d'Annie Fourcault sur les origines historiques de la politique de la ville, qui a ensuite été publiée sous le titre Humaniser le béton. Pourquoi ce titre? Ben, tout simplement parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'architecture, on va dire, bureaucratique de cette politique, mais ce qu'elle recèle en termes d'interrogation, je le disais, sur la France elle-même, sur son évolution à l'époque contemporaine. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, à un moment, j'ai voulu synthétiser un peu mes travaux avec cette histoire de la banlieue que j'ai donc publié chez Perrin cette année et qui a été précédée 2, 3 mois avant. Alors après, c'est pas du staccanovisme universitaire, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un problème d'agenda. Mais j'ai publié 3 mois avant un autre livre qui s'appelle L'enfant de la Courneuve et qui raconte en fait l'assassinat par un voisin de Toufik Ouanès en 83 à la cité des 4000 à La Courneuve. Et pourquoi j'en parle? Bah, tout simplement parce que ça a été pour moi un moyen véritablement d'entrer, non pas par les politiques publiques, mais d'entrer plutôt par la vie quotidienne des habitants des cités HLM comme celle de La Courneuve. Alors, puisque j'ai à peu près un quart d'heure et que je suis historien, je vais non pas développer 2 points, mais 3 points, en remettant ces questions en perspective historique. Car au fond, on pourrait se poser la question de la datation de la politique de la ville et globalement, on arriverait tous à une sorte de consensus chronologique qui consisterait à dire que la politique de la ville est née en 1981 et qu'elle est institutionnalisée en 1988. Bon, ce qui, moi, me chagrine un peu, parce que ça met un peu hors sujet, dans ces cas-là, mon bouquin Humaniser le béton, puisque moi, je pars du principe que cette politique de la ville, elle a été inventée exactement en 1973, au travers d'un dispositif qui s'appelait Habitat et Vie sociale, et qui était la réponse, en fait, déjà à un meurtre commis euh, à La Courneuve en 71. Et on voit qu'à partir de cette date de 71, le ministère, à l'époque de l'équipement, présentement de la transition écologique, a commencé à se poser la question de savoir comment on pouvait réhabiliter ces grands ensembles qui, à l'époque, avaient à peine 15 ans. Voilà, donc il y a une sorte de trajectoire historique sur la politique de la ville, mais puisque vous m'avez convié à parler de la banlieue, je vais un peu étendre le champ chronologique en vous faisant part de quelques réflexions sur lesquelles on pourra bien évidemment revenir. Alors, cette question de la banlieue, premier point que je voudrais développer, c'est que c'est une histoire, en fait, entre guillemets, accidentelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par histoire accidentelle? Eh bien, c'est que cette histoire de la banlieue, en fait, a été produite par un événement qui s'est déroulé au XIXe siècle et qui s'appelle l'industrialisation. C'est-à-dire qu'au fond, s'il n'y avait pas eu de révolution industrielle, il n'y aurait pas eu de banlieue telle qu'on l'entend aujourd'hui. Alors, ce qui m'amène immédiatement à évincer une question qui est celle de la banlieue dite résidentielle, qu'on appelle aussi banlieue de villégiature, et qui, elle, en fait, préexistait à la banlieue telle que nous, on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, notamment en région parisienne, dès le XVIIIe siècle, un certain nombre de nobles, un certain nombre de grandes familles bourgeoises
se font construire des maisons, voire des châteaux en banlieue, hein. Si vous promenez par exemple à Montmorency, bah, vous verrez qu'effectivement, il y a beaucoup de villas qui datent du 19e siècle. Donc, ce n'est pas cette banlieue-là dont je vais vous parler, mais c'est plutôt ce qu'on appellerait communément la banlieue ouvrière, c'est-à-dire effectivement cette banlieue qui est le produit de la révolution industrielle. Alors, de ce point de vue-là, quelques mots, hein, on pourrait dire qu'effectivement, globalement, avant le XXe siècle, cette banlieue est née effectivement d'une sorte de chaos industriel. Pour faire simple, on peut considérer que les villes traditionnelles, donc celles qui existent globalement depuis le Moyen Âge, ont dans un premier temps accueilli les industries, mais que progressivement, le manque de place dans la ville, la nuisance également, parce que la question écologique, en fait, bien sûr, elle ne se pose pas dans ces termes au 19e, mais on va vite comprendre quand même que notamment les fumées sont extrêmement nocives à la santé. Et donc progressivement, on va se débarrasser, au fond, de toutes ces industries dont on ne veut plus ou qu'on ne peut plus garder sur le territoire des villes traditionnelles. Et on va commencer effectivement à investir ces espaces qui ne sont pas encore urbanisés et qui sont au-delà des faubourgs, hein. Donc, si on reprend la morphologie urbaine du 19e, on a la ville-centre. Globalement, c'est le réseau urbain qui existe depuis le Moyen Âge. Ensuite, on avait une première ceinture qu'on appelait généralement les faubourgs, qui étaient soit inclus dans la ville, je pense à Paris notamment le faubourg Saint-Antoine, le faubourg Saint-Marcel, et d'autre part, ce qui était de l'autre côté des limites administratives de la ville, et qui étaient donc ces fameux faubourgs. Bon, à partir de là, de la révolution industrielle, on va effectivement, hein, donc déplacer les activités industrielles, des activités dont on ne veut plus sur l'espace urbain traditionnel, mais tout cela dans un désordre relativement chaotique. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que cette banlieue, au départ, elle va se développer un peu comme va se développer le Far West américain. C'est-à-dire qu'au fond, premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de règle d'urbanisme au 19e. Donc on est véritablement dans quelque chose qui se développe sans organisation urbaine. Et ça va vraiment être une question qui va interroger les pouvoirs publics naissants, hein, puisqu'il n'y a pas encore d'État qui s'intéresse à la question urbaine, mais néanmoins, ces espaces vont être assez vite qualifiés de, je cite, hein, espaces déshérités, espaces sans qualité, sont les termes qu'on va retrouver à cette époque-là, et également des représentations sociales extrêmement négatives. Je prends un exemple. Dès 1832, là on se déplace, on va à Lyon, et il y a eu ce qu'on a appelé la révolte des canuts. Les canuts étaient les ouvriers de la soierie, et vous avez un journaliste qui s'appelle Saint-Marc de Girardin, et qui écrit dans un journal parisien en 1832, les barbares ne sont pas dans les steppes du Caucase, ils sont aux portes de nos villes. Donc on voit bien comment cette banlieue naissante, hein, fait l'objet de représentations négatives en étant à la fois un espace déshérité, mais aussi un espace inorganisé. Ce qui va m'amener à ma deuxième partie, à savoir effectivement comment les pouvoirs publics vont tenter d'organiser précisément ces espaces urbains naissants. Et de ce point de vue-là, on va constater que il faut attendre la loi de 1894, c'est-à-dire la loi sur les habitations à bon marché, en gros l'ancêtre des HLM, pour voir véritablement naître une tentative d'organisation de cette banlieue ouvrière. Puisque jusque-là, comme je vous le disais, hein, c'est un peu le Far West, on achète parfois des parcelles, on y construit on ne peut pas vraiment qualifier ça de maison, mais en tout cas des logements, hein, qui sont faits de briques et de broc avec souvent du matériel réutilisé. Mais ce qui est certain, c'est que on voit à partir de cette loi sur les habitations à bon marché naître une société urbaine à part entière. C'est là-dessus que je voudrais insister dans mon second point, c'est que à partir du début du XXe siècle,
on va voir effectivement apparaître, je vous le disais, une sorte de tentative d'organisation par les pouvoirs publics avec cette loi sur les habitations à bon marché, dont je rappelle juste en un mot de quoi il s'agit, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. En fait, cette loi sur les HBM, bon, ne permet pas à l'État du tout de construire, mais ce que fait l'État, c'est qu'il autorise la Caisse des dépôts à prêter de l'argent aux municipalités pour construire du logement pour les classes modestes. Je reviendrai sur ce terme de classe modeste. Je n'ai pas dit pour les plus modestes, hein, j'ai bien dit pour les catégories modestes. Il y a un différentiel tout à fait conséquent. Et là aussi, autre loi tout à fait fondamentale dans la naissance de cette organisation urbaine banlieusarde, c'est la loi municipale de 1884. Cette fois, les maires sont élus au suffrage universel. Et ça va tout changer, parce qu'au fond, quand les maires étaient nommés par le préfet, bon, on peut considérer que ils étaient peut-être moins investis sur leur territoire et à ce titre-là, eh bien, étaient moins attentifs aux besoins de leurs habitants. À partir du moment où ils sont élus au suffrage universel, bon, on peut penser que pour une partie d'entre eux, la perspective c'est d'être réélus, mais surtout il y a une sorte de pression populaire qui va s'exercer à l'égard de ces élus pour obtenir de meilleures conditions de vie. Et donc cette articulation loi municipale de 84, loi sur les HBM 94, va jouer un rôle très important dans la structuration de la banlieue ouvrière, dans la mesure où on va voir plutôt après la Première Guerre mondiale se développer un certain nombre de programmes de construction d'habitations à bon marché. Deuxième point que je voudrais ici souligner dans cette seconde partie, c'est la naissance d'une véritable société urbaine avec une identité propre. C'est-à-dire que, et là je reprends l'expression de ma collègue et amie Annie Fourcault, la banlieue comme banc d'essai de la modernité. C'est-à-dire qu'au fond, cette banlieue qu'on nous présente comme essentiellement industrielle, sans véritablement d'identité, en fait, c'est pas vrai. En réalité, on voit apparaître dans l'entre-deux-guerres une véritable culture urbaine qui va être identifiable à ces territoires de banlieue, avec un grand rôle joué par ce qu'on appelle à l'époque les municipalités ouvrières, c'est-à-dire en gros les municipalités socialistes dans un premier temps, et puis après la scission du Congrès de Tours en 1920, les municipalités gérées par le Parti communiste. Et quand on fait les va-et-vient entre le passé et le présent, ben voilà, on peut s'interroger en se disant qu'au fond, les premières formes d'identification de la banlieue sont le fait des municipalités et pas de l'État. Hein, donc, c'est-à-dire, il y a ce que j'ai appelé la municipalité-providence avant l'État-providence. C'est-à-dire que c'est véritablement ces municipalités, en région parisienne fortement, mais aussi dans un certain nombre de territoires, je pense à Lyon, je pense à Lille notamment, vont également donc tenter de mettre en place ce que nous on appellerait aujourd'hui un projet urbain. Alors, ce ne sont pas les mots, évidemment, de l'époque, mais toujours est-il qu'on voit que cette période de l'entre-deux-guerres est une période extrêmement importante, hein, avec effectivement des images fortes. Alors, on va exploiter, hein, politiquement, je vous en donnerai qu'une seule, mais elle me semble tout à fait intéressante. C'est par exemple l'arrivée du métro en 1937 à Ivry. Et le Parti communiste va faire une grande manifestation populaire en disant regardez, enfin le métro arrive dans les banlieues ouvrières et ce n'est plus le monopole de Paris. Donc il y a bien un discours politique sur la banlieue de la part des municipalités et qui est doublé également par une attention de plus en plus forte de l'État sur ces problématiques. Hein. Entre-temps, l'urbanisme est devenu une science à part entière et on a comme ça des interventions, je pense à Le Corbusier hein, par exemple, qui milite véritablement pour mettre fin à ce qu'il appelle lui-même le chaos de la banlieue. Ce qui m'amène à mon troisième point que j'ai intitulé La banlieue dans la main de l'État. C'est-à-dire qu'au fond,
après la Deuxième Guerre mondiale, au travers notamment du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, hein, qui est créé en 1945 et qui deviendra en 1966 le ministère de l'Équipement, eh bien, dans le cadre de l'État-providence, il y a une volonté véritablement, cette fois, d'organiser le développement urbain sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que c'est aussi une volonté quelque part de désengorger Paris et sa banlieue au profit d'un certain nombre de métropoles, et en particulier avec un outil structurant qui s'appelle la politique des grands ensembles. Et c'est précisément cette politique des grands ensembles qui va venir totalement métamorphoser le paysage urbain national, alors certes pour une partie en région parisienne, mais pas simplement. Désormais, les grandes métropoles françaises vont se trouver attributaires de cette politique des grands ensembles. Et précisément, quand je dis qu'il y a bouleversement du paysage urbain, c'est tout simplement que l'ensemble des villes va ouvrir son territoire à cette politique des grands ensembles, et souvent une politique qui va déborder sur les pourtours des villes traditionnelles en venant nourrir effectivement une urbanisation dense que l'on a retenue effectivement sous le titre générique de politique des grands ensembles. Globalement, c'est une politique qui va s'étendre sur 20 ans. C'est la politique qui est menée entre 1955, hein, puisque le premier grand ensemble, c'est Sarcelles. Et Sarcelles est un cas tout à fait emblématique, puisque globalement, Sarcelles, avant le grand ensemble, c'est approximativement 4 000 habitants, et on va monter jusqu'à 30 000, 35 000 habitants vers 1975. Donc vraiment, métamorphose de la banlieue, mais on retrouve cette idée de vitrine de la modernisation sociale, dans la mesure où cette politique des grands ensembles n'est pas qu'une politique quantitative. Je rappelle quand même qu'en France, on construisait à peu près 95 000 logements avant les grands ensembles, et qu'on montera quasiment jusqu'à 500 000 à l'époque des années 70 vers 1975. Vitrine de la modernité sociale, parce que précisément, c'est là qu'on va enfin produire du logement digne de ce nom, hein, avec un certain nombre d'attributs de cette modernité sociale, la salle de bain, la chambre à coucher, les équipements qui vont avec, etc., etc. Et là aussi, on peut se poser la question de savoir si on n'a pas façonné une société urbaine assez particulière, assez représentative de cette période des Trente Glorieuses. Alors cette politique va s'achever officiellement en 1973, hein, puisqu'à cette époque-là, Olivier Guichard, qui est ministre de l'Équipement, eh bien, va produire une circulaire. C'est assez rare en France qu'on mette fin officiellement à une politique publique, et donc on met fin officiellement aux grands ensembles. Et à partir de là, effectivement, on pourrait parler d'une sorte de dépréciation sociale de cette politique des grands ensembles qui a tant marqué la banlieue, hein, puisqu'on va rentrer dans une nouvelle période qui va être celle, comme je le disais tout à l'heure en introduction, d'habitat et vie sociale, et qui place donc désormais une partie de cette banlieue ouvrière, qui est en train de devenir d'ailleurs post-ouvrière, sous le signe de la réparation sociale, de la réparation territoriale, puisque l'idée, effectivement, c'est de définir une politique publique qui va être spécifiquement dédiée dans un premier temps à ces territoires de banlieue, et qui propose, comme le titre l'indique, à la fois de peser sur l'habitat. Donc, c'est-à-dire en gros, alors on n'est pas encore sur le schéma des destructions, mais on est encore sur, on va dire, une mise en conformité par rapport aux besoins des habitants. Et puis d'autre part, le pari qui est fait, c'est le développement de la vie sociale dans ces grands ensembles, qui apparaît pour les pouvoirs publics à l'époque comme la clé véritablement de normalisation, puisqu'il faut quand même se souvenir que cette politique de la ville, qui a maintenant plus de 50 ans, en réalité était une politique qui était faite pour à peu près une décennie, pas plus, hein. C'est-à-dire que c'était une politique exceptionnelle, elle l'est toujours, pas une politique de droit commun, et elle était faite pour en gros s'arrêter vers 1985.
Ah oui, c'est une grande interrogation qu'on peut avoir de savoir pourquoi elle existe encore en 2024 et bientôt 2025. Et donc, au fond, on est toujours sous cette troisième qualification, donc cette banlieue dans la main de l'État, puisque, au fond, cette politique, elle s'est développée, politique de la ville, elle s'est développée en partie, au moins jusqu'aux années 2010-2014, essentiellement vers les territoires de banlieue, plutôt la banlieue des 30 Glorieuses. Ensuite, il y a eu une sorte d'extension par la volonté de l'État à l'ensemble des territoires nationaux, mais elle est toujours, évidemment, comme vous le savez, en cours. Alors, juste pour terminer, puisque vous m'avez dit un quart d'heure, puis je pense que c'est plus intéressant qu'on soit sur une question-réponse, donc peut-être une sorte d'ouverture au fond. Quid de la banlieue à l'heure de la rénovation urbaine? Quid de la banlieue précisément actuellement? Alors, je suis moins à l'aise, évidemment, en tant qu'historien sur ces problématiques actuelles, mais simplement pour ouvrir un peu peut-être le débat, moi, il me semble qu'il y a 3 points qui peuvent être ici soulignés. La première, c'est la question, me semble-t-il, du récit urbain. C'est-à-dire, au fond, il me semble, mais bon, là, je m'engage peut-être un peu beaucoup, c'est que cette politique de rénovation urbaine, qui a maintenant 20 ans, puisqu'on était à l'ouverture avec Borloo à 2003, je pense qu'elle a laissé de côté cette problématique du récit urbain. C'est-à-dire qu'au fond, pour moi, la rénovation urbaine est un moyen, ce n'est pas une finalité. Et donc la question, c'est comment on inscrit cette période que nous vivons actuellement de la rénovation urbaine dans le grand récit urbain de la banlieue, mais plus largement de la ville au XXe siècle en France, en reprenant les différentes scansions chronologiques que je viens d'évoquer. Moi, il me semble que là, il y a vraiment un problème sur le sens qu'on veut donner. Au fond, aujourd'hui, la question me semble moins être celui du comment, on sait faire là, globalement la rénovation urbaine, mais c'est pourquoi on fait cette rénovation urbaine. Comment on explique, en particulier aux habitants, pourquoi le sens profond de cette politique, à l'âge où précisément on a mis en place toute une série de dispositifs de participation des habitants. Deuxième point, c'est la place de la banlieue dans les processus de métropolisation. C'est-à-dire qu'au fond, la grande différence, me semble-t-il, entre hier et aujourd'hui, c'est que hier, globalement, la banlieue, elle était juxtaposée par rapport à la ville-centre. Et puis, à partir des années 60 et surtout des années 90, euh, on a un phénomène de métropolisation, c'est-à-dire au fond qui va englober un ensemble de territoires dans lesquels les banlieues se retrouvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, on a des métropoles et puis on a le périurbain. Donc le curseur d'analyse, il s'est déplacé. Et là aussi, la question, c'est comment on inclut ces territoires de banlieue dans ce phénomène de métropolisation et comment on fait en sorte qu'ils n'apparaissent pas comme des territoires territoriaux. Ça aussi, ça me semble être une question très importante. Bon, il se fait qu'encore dimanche, je traversais Saint-Ouen. Aujourd'hui, enfin, Saint-Ouen pourrait être considéré quelque part comme une sorte de super arrondissement parisien. On voit bien le trend qui est en train de se constituer. Donc ça aussi, ça me semble être une question importante. Et puis troisième et dernier point, c'est effectivement, je dirais, la place de la banlieue dans l'écosystème républicain. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment on fait aussi de la banlieue un maillon essentiel de cet écosystème. En d'autres termes, comment on fait pour voir autrement dans ces banlieues, autrement que comme des territoires à problème. Je mets évidemment des guillemets à territoires à problème, mais en quoi ils sont véritablement un objet d'inclusion nationale. Et je terminerai sur une image qui m'a beaucoup frappé. Alors vous allez me dire du mal du président de la République, ça paraît aujourd'hui un peu banal, mais moi, ça m'a quand même interrogé sur la question urbaine, son positionnement. Si vous voulez bien vous rappeler qu'en 2017, d'abord, il a lancé sa campagne en Seine-Saint-Denis.
ce qui n'était pas tout à fait anodin. Et sa première, je dirais, réaction comme chef de l'État, ça a été de dire, au fond, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie moins la mer. Alors ça pouvait prêter à sourire, sauf qu'en réalité, si on voulait bien creuser un peu l'idée, c'était bien au fond de dire la Seine-Saint-Denis, c'est un modèle vivant de la Startup Nation, c'est-à-dire effectivement un territoire avec énormément de capacités, mais au sens anglo-saxon du terme, hein, à la fois des capacités territoriales. C'est vrai que quand vous êtes à Roissy, vous êtes dans un aéroport international. Vous êtes à 7 minutes en RER de Paris. Ce sont aussi des ressources sociales, des ressources humaines. Hein. C'est quand même l'un des territoires qui est l'un des plus jeunes de France. Mais c'est aussi effectivement l'un des territoires les plus pauvres. Donc on a eu cette image, et puis ensuite, quelques années plus tard, de mémoire c'était en 2020, on a eu ce discours sur le séparatisme territorial où on pointait du doigt un certain nombre de territoires, notamment par rapport à la montée de l'islamisme dans un certain nombre de quartiers de ces territoires de banlieue. Donc on voit comment aujourd'hui il y a un double discours, hein, qui ne simplifie pas la tâche, effectivement, parce qu'on ne sait pas trop sur quel repère, et je terminerai par là, assez frappé en tant qu'historien de voir que cette question urbaine n'est plus au cœur des réflexions politiques. Quand vous vous amusez, par exemple, à regarder, alors je ne sais pas si c'est un amusement d'ailleurs, mais à relire les déclarations, discours d'investiture des premiers ministres, hein, on voit comment ça s'étiole progressivement au fil du temps. Et le dernier à avoir vraiment fait une grande déclaration sur ces questions, c'était Michel Rocard. Et ça date, hein, puisque c'est son discours d'investiture comme Premier ministre de 1988. Et progressivement, à la fin, eh bien, ça s'est étiolé. Hein. On peut se rappeler que, par exemple, lorsque la gauche plurielle a gagné les élections et que Lionel Jospin est devenu Premier ministre, dans la première configuration ministérielle de 97, il n'y avait pas de ministre de la ville, par exemple. Bon. Et on voit que dans le dernier, alors bon, on est dans un moment de flottement, mais Valérie Létard est ministre de la rénovation urbaine et du logement, pas l'été, et il n'y avait pas la politique de la ville. Voilà, donc vous voyez, je voulais terminer là-dessus pour vous montrer que dès le 19e siècle, il y a un questionnement politique autour de cet objet nouveau qu'est la banlieue, qui a eu véritablement une forme d'appropriation de cette question à la fois par les pouvoirs publics, mais aussi par le personnel politique, et que progressivement, sous le coup de la banalisation, eh bien, on en a fait un objet peut-être normal et en même temps exceptionnel, puisque la politique de la ville reste une politique exceptionnelle. Je vous remercie. Ben, merci beaucoup Thibaut Tellier pour ces propos très clairs et très très construits. On retrouve les principaux messages hein, de l'ouvrage L'histoire de la banlieue là hein, qui a donné naissance à ce webinaire et qui nous a donné envie de vous écouter. Donc on va rentrer un peu en discussion maintenant. On a donc des discutants. On a deux discutants. On a un premier discutant qui est Jean-Luc Michaud. Alors il est à côté de moi, c'est pour ça que je me tourne comme ça. Je vais tourner l'écran et donc qui est membre du comité d'histoire, qui a été le créateur de Trajectoire Ressources, le centre de ressources politiques de la ville de Bourgogne-Franche-Comté, passionné d'histoire, qui nous donne le goût aussi d'aller chercher ces éléments-là depuis quelques années dans notre pratique de centre de ressources. Et donc, je vais tout de suite lui donner la parole. Je crois il avait envie de dire des choses et de poser des questions. Ben, merci Benjamin pardon, pour cette invitation. Content de revoir plein de visages connus, Michel, Thibaut et tant d'autres, Axel. Oui, alors, j'ai toujours eu un intérêt tout à fait particulier à regarder la politique de la ville à travers la mémoire des hommes et des lieux. Et on peut se rappeler aussi les travaux qui avaient été conduits avec André Bruston ou Claude Rouault, et Michel pourra en témoigner également, autour de ces questions-là. J'ai choisi dans l'ensemble des thèmes, parce que la politique de la ville est encyclopédique, on le sait, on le répète, une entrée un peu particulière qui est celle des métiers que la politique de la ville a permis de faire naître. Je suis impliqué dans le champ de la formation depuis plus de 25 ans, soit à l'université avec aujourd'hui, bon, on retrouve des étudiants
qui suivent un cursus ville et territoire durable, mais qui précédemment s'appelait gestion urbaine. Euh, J'interviens dans les écoles de travail social, dans le champ de l'animation professionnelle. Donc, systématiquement, la politique de la ville est est un élément de référence qui permet, en tout cas, de caractériser ces temps de formation. Euh, la politique de la ville, dès le début, et Thibault l'a bien rappelé, moi je te rejoins sur le fait que la politique de la ville, elle démarre pas en 1981, mais bien avant avec HVS. Et moi, j'ai commencé mes premiers pas professionnels sur la queue de comète d'HVS. C'était les derniers plans qui avaient été mis en place et j'ai pu participer à ce moment-là. Mais on a vu apparaître immédiatement, dès cette période-là, des nouveaux métiers. On était sur des postures ou des professionnalités un peu inédites. Et j'en ai retenu quelques-unes. La première, pour moi, emblématique, est celle du chef de projet du développement social urbain. On les nommait de cette manière-là à l'époque, et cette entrée par le développement social urbain renvoie à un des points que tu as pu évoquer, Thibault, en disant on était en balancier entre réparation et développement. Qu'est-ce qu'on fait? On répare ou on tente de saisir un territoire pour avancer sur une idée de développement ensemble. On n'oublie pas que la création de ces postes de chef de projet, ils étaient commandatés par l'État et la commune, et que la politique de la ville était souvent nommée comme étant une politique des maires, une politique qui venait des territoires, ce qui en faisait, en tant que nouveaux professionnels, des figures un peu particulières, chefs d'orchestre, hein, capables de travailler l'horizontalité, de mobiliser, d'animer, d'innover et de prendre des risques, mais systématiquement liés à la nature même ou au contexte territorial. Et donc, c'est intéressant de voir la naissance de ce métier, ces couteaux suisses, qu'on a retrouvé et qu'on a tenté de décliner ensuite dans d'autres politiques publiques. Alors, il venait de où? Soit il venait du travail social, soit il venait du champ de l'animation socioculturelle des militants, bien souvent, ou encore de cabinets hein, avec une lecture plus en géographie sociale, en urbanisme, qui se met au service de ces projets de développement social local. Euh, Ce qu'on peut dire pour aller vite et pour pouvoir avoir des temps d'échange, mais c'est que assez rapidement, ces chefs de projet, qui étaient de nouvelles figures professionnelles dans le territoire, se sont fait rattraper par une forme de technocratisation, technicisation de leur action, et surtout, en gros, en tout cas tel que je le situe, je ne suis pas historien, je me laisserai volontiers corriger par Thibault, mais à partir du premier contrat de ville, à partir de 1993-94, dès lors que ces chefs de projet sont rentrés dans les organigrammes des collectivités territoriales notamment, on a perdu cette fonction, cette valeur un peu électron libre, recherche de l'innovation, tentative de laboratoire, qui avait été mise en œuvre à partir du début des années 80. Euh, deuxième regard sur ces métiers qui se sont développés, qui sont nés dans le contexte de la politique de la ville, c'est les métiers liés à la médiation. Et là aussi, on part d'une posture militante, d'être généralement, on a vu ces figures militantes qui étaient des mères de famille dans les quartiers d'habitat social, qui vont rapidement intégrer les dispositifs d'emploi aidé de l'époque déjà, les TUC, les travaux d'utilité collective, les SIVP, plus tard les dispositifs emploi jeune, ou intégrer assez rapidement pour certains ou pour certaines des formations dans le champ du travail social ou dans l'animation socioculturelle. Et là, on va avoir une myriade de médiateurs ou médiatrices
avec des thématiques assez, assez riches. Médiateurs sociaux, médiateurs du livre, médiateurs culturels. On va retrouver des médiateurs dans les transports, dans les espaces publics. Bref, on va inventer, on va mettre aussi ces déclinaisons de la médiation sociale à un peu toutes les sauces, même si certains ont travaillé, hein, je pense aux travaux qui ont conduit aujourd'hui à des normes avec France Médiation, ou même autour des questions de médiation dans le champ de la justice. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, qui était l'animateur des boutiques de droit, des premières boutiques de droit à Lyon, et qui travaillait sur l'idée de la médiation, et qui s'est adossé aussi beaucoup sur la politique de la ville, ou à Jean-François Six, qui a essayé de décliner cette approche de la médiation. Bref, tout ceci a pu éclore dans le contexte de la politique de la ville sur cette même période. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on continue avec, bon, toujours en tension, la question de la professionnalisation, qui est présente de manière permanente, et je pense en particulier à tous les échanges, tous les débats, tous les accompagnements ou les réflexions qu'il y a pu avoir autour des dispositifs adultes relais, pour nous rapprocher beaucoup plus de notre actualité. Troisième entrée autour de la question des métiers, c'est-à-dire on a des métiers qui vont s'inventer à travers la création de dispositifs. Et chaque fois, on va essayer d'adosser un nouveau personnage professionnel ou semi-professionnel ou volontaire à prendre en main un dispositif qui va naître dans le contexte de la politique de la ville. Et là, c'est pareil. L'offre est pléthorique si on reprend rétrospectivement. Hein, mais si on regarde, par exemple, les plus anciens dispositifs comme les sites pilotes pour l'intégration, on a eu une centaine de quartiers en France qui avaient été retenus, mais c'était dans le cadre du plan Rocard, pour devenir des sites pilotes expérimentaux autour des questions d'intégration dans les quartiers de la politique de la ville. Encore une fois, on va avoir les contrats locaux de sécurité, des coordonnateurs d'ateliers santé-ville, des coordonnateurs de programmes de réussite éducative, et plus récemment de cités éducatives, de cités de l'emploi, j'en passe et des meilleurs. Donc, et où là, on revient à ces métiers à la fois dans l'horizontalité, on est capable de mobiliser, on est capable d'animer, on est capable de coordonner, de mettre en lien, bref, on doit être un chef d'orchestre. Et on revient toujours à ce même principe-là et avec toujours le même écueil, c'est celui qu'on est rattrapé très rapidement par le tableur Excel. Et comme les chefs de projet du développement social urbain, la fraîcheur, je dirais, militante de la dimension nouvelle de ces fonctions dans les territoires va être un peu, je dirais, atténuée par la dimension plus administrative, techniciste, qu'on a pu les uns et les autres constater et qu'on entend souvent, et depuis maintenant plus de 20 ans, dans les échanges qu'il peut y avoir entre les différents réseaux professionnels. Et enfin, peut-être sur cette question des fonctions, des métiers émergents ou qui ont pu naître dans le contexte de la politique de la ville, je ne peux pas conclure sans évoquer le rôle, la naissance des délégués du préfet. Et pour moi, là aussi, en 2009, quand ils apparaissent dans le paysage de la politique de la ville, cette figure nouvelle, euh, au départ, était posée comme étant celle de la réaffirmation, hein, de la présence de l'État au plus près de l'action publique dans les quartiers. Euh, pour moi, là aussi, on a une sorte de couteau suisse, mais versus État. Certains venaient de Jeunesse et Sport, Feu Jeunesse et Sport, d'autres, pour certains, venaient des ancêtres des DDE, par exemple. Hein, tu citais tout à l'heure le rôle du ministère de l'Équipement, Thibault. Certains arrivaient du secteur privé ou d'autres services de l'État. Bref, chacun avait aussi, à sa manière, à jouer ce travail d'assembleur tout en étant dans la proximité, mais en gardant quand même la politique de la ville dans la main de l'État. Euh, on a pu observer
quelquefois de belles complémentarités dans le binôme chef de projet délégué du préfet, mais malheureusement aussi quelquefois l'autre versant qui est celui de la compétition entre ces deux figures majeures, celle qui était plus proche de la collectivité et l'autre plus proche du préfet. Les uns et les autres connaissent là aussi ces formes d'évolution. Voilà donc, peut-être pour conclure ce propos, parce que Benjamin m'a dit de faire court, très court, euh, je renvoie à, à des travaux qui étaient des travaux de référence. Je pense en particulier, mais il y a un expert autour de la table qui est Michel Didier, au rapport Brévent-Picard en 2000, là, qui s'appelle Une nouvelle ambition pour les métiers, hein, qui regardait de manière beaucoup plus approfondie cette question-là dans le contexte de la politique de la ville. J'évoquais tout à l'heure les travaux de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt. Et puis enfin, en termes de référence, ben, si certains ne l'ont pas encore parcouru, mais on a un numéro hors série de la revue Urbanisme qui est sorti fin 2017 à l'occasion des 40 ans de la politique de la ville, où on retrouve Thibault, on retrouve Michel Didier, justement sur cette question des métiers, mais qui montre bien, hein, à travers ces 40 années, à ce moment-là, de la politique de la ville, l'ensemble du panorama, cette politique en balancier, une fois dans le développement, une fois dans la réparation, qui a marqué un certain nombre de territoires. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, à exhumer cet excellent hors-série, parce que ça permet une entrée et peut-être peut donner envie d'aller beaucoup plus loin dans l'approfondissement de ses connaissances. Voilà ce que je peux en dire. Ok, merci beaucoup. On va vous proposer peut-être à Michel et à Thibaut de réagir par rapport à l'évolution des métiers. Alors là, on est sur une histoire un peu plus récente que ce qu'on a eu en introduction de la part de Thibaut. Voilà, on est depuis les années 80, voilà, environ. Est-ce que ça vous inspire le regard de Jean-Luc là sur l'évolution des métiers, des professionnalités? Des binômes État collectivité à travers les métiers. Alors, je sais pas qui veut intervenir. Thibaut? Ouais, bon, Oui, bah, allez-y. Allez-y. oui, alors, juste, merci, hein, merci Jean-Luc pour tes remarques. Je rebondirai hein, sur le numéro de la revue Urbanisme en question, qui avait été commandé par le rédacteur en chef à l'époque, qui s'appelait Antoine Loubière, qui s'appelle toujours Antoine Loubière d'ailleurs, et qui est aujourd'hui vice-président du comité d'histoire. Comme ça, la boucle, elle est bouclée. Alors, quelques mots par rapport à tes propos. Je le disais en introduction, c'est pas une politique comme une autre. C'est pas la politique, par exemple, de la sécurité sociale. Non pas que j'ai quelque chose contre la sécurité sociale, mais tout simplement que c'est une politique qui est beaucoup plus normée. Il faut quand même se souvenir que les origines de la politique de la ville sont à la fois des origines qui viennent du secteur de l'administration centrale, hein, puisque à la base d'Habitat et Vie sociale, on a la signature de 3 directeurs d'administration centrale, celui de la construction, qui est Robert Lyon à l'époque, celui de la jeunesse et des activités socio-éducatives, comme on disait à l'époque, qui se trouvait être Jean Maheu, et le directeur de l'action sociale au ministère du même nom, et qui se trouvait être René Lenoir. Mais et c'est là, évidemment, que cette politique prend tout son sens, c'est qu'elle était aussi le fait de militants. C'est-à-dire que qui a organisé les débats autour de la naissance d'Habitat et Vie sociale, c'est précisément le réseau Force, donc Fondation pour la recherche sociale, hein, bureau d'études qui existe toujours et avec lequel d'ailleurs le comité d'histoire travaille. Et à l'époque, on a un homme qui s'appelle Henri Théry et qui va pousser justement cette politique. Donc en fait, la politique de la ville, ce qui fait son originalité, c'est d'avoir à la fois un registre politique publique, mais aussi d'avoir un registre, j'allais dire, militant dans le sens du terme. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque sur l'évolution des métiers, c'est que effectivement, on voit là, si on part à partir des années 80, que cette phase militantisme s'est quelque peu épuisée. Bon, je vais être
volontairement caricatural, mais on peut considérer par exemple que la première génération des chefs de projet, celle des années 80, a été surtout le fait de militants venant pour une partie de l'éducation populaire et souvent nourri soit comme acteur, soit comme inspirateur du mouvement de mai 68. Hein. Donc on a comme ça voilà, vraiment une génération de chefs de projet qui est celle d'ailleurs qui globalement va partir à la retraite à partir des années 2000, de 2010. Et puis progressivement, on a vu apparaître une nouvelle génération de chefs de projet qui était plus tournée finalement vers les pouvoirs publics et qui a été formée à l'université, puisque par exemple, hein, on va avoir un premier diplôme à partir des années 87-88 qui va se faire à Dauphine, à Paris-Dauphine, autour de c'est quoi être chef de projet politique de la ville. Donc il y a eu une professionnalisation de la politique de la ville qui marque évidemment hein, le devenir de cette politique publique, avec quand même une chose qu'il faut souligner, c'est que l'État n'a pas facilité la tâche non plus, dans la mesure où, il me semble, moi je suis moins spécialiste de ça, qu'il y a une forme de technicisation également. On parlait avec des chefs de projet sur comment on rédige un contrat de ville. Aujourd'hui, c'est vraiment une ingénierie. Bien. Troisième remarque, c'est que cette professionnalisation des cadres d'intervention de la politique de la ville n'a quand même pas empêché un certain nombre d'innovations. C'est-à-dire que c'est un peu l'objet de ce séminaire de cette année, c'est de souligner la capacité d'innovation. Alors Jean-Luc, tu parlais des délégués du préfet, hein, mais on pourrait tout autant citer les sous-préfets à la ville, par exemple, hein, qui est une invention véritablement et qui a quelque part un peu détonné dans le paysage institutionnel. C'est-à-dire que c'est une politique de la ville qui a quand même dû trouver sa place. Dominique Fija, qui a été à la CNDSQ, m'avait un jour raconté que quand Hubert Dubedou, qui était donc le président de cette instance jusqu'en 83, il arrivait au local. Les préfets avaient quand même un peu du mal à le saluer comme tel, puisqu'il avait l'équivalent d'un rang de ministre, mais ils considéraient, ces préfets hein, d'ancienne école, que cette CNDSQ était quand même un truc un peu rigolo, et qu'ils avaient du mal donc à voir dans Hubert Dubedou, qui plus est, était élu local quand même, hein, quelqu'un qui avait une personnalité suffisamment importante pour voilà, lui rendre les honneurs comme il faut. Donc on voit par là qu'effectivement, c'est une politique un peu atypique, hein, qui a continué effectivement à innover. Alors après, on pourra avoir le débat jusqu'à quand l'innovation. Moi, personnellement, je le situerai jusqu'à la fin de la DIV. Je pense qu'après, il y a vraiment une normalisation de la chose dans quelque chose de plus global. Hein. Quand on regarde aujourd'hui l'architecture institutionnelle de la politique de la ville, c'est une partie d'un ensemble. Bon, voilà, donc on peut effectivement se poser la question, mais ça n'empêche pas, me semble-t-il, encore des innovations, pour parler des cités éducatives par exemple, et je pense que c'est sans doute, et c'est peut-être un retour de l'histoire, aux villes, aux municipalités de porter cette innovation quand même dans un paysage politico-institutionnel qui au plan national est quand même, me semble-t-il, assez enquisté. Voilà quelques remarques à tes propos pour lesquels je te remercie, cher Jean-Luc. Merci beaucoup Thibaut. Michel, est-ce que tu souhaites réagir, puisque tu as aussi une connaissance et peut-être des éléments à dire, voilà, sur ces professions que tu as suivies en étant au ministère? Ah, le micro est désactivé. Voilà, c'est bon. Ça y est, je viens de voir qu'il fallait que je réactive le micro. Donc, j'ai peu de choses à ajouter, en fait, Benjamin, aux propos de Jean-Luc et de Thibault qui ont dit l'essentiel. D'ailleurs, je conforte ce qu'ils ont dit l'un et l'autre. Ça m'inspire aussi une réflexion, c'est qu'il faut que notre nouveau séminaire annuel intègre à part entière cette question des métiers de la politique de la ville au sens d'une nouvelle ingénierie de la politique de la ville, une nouvelle ingénierie au service d'une nouvelle gouvernance de l'action publique. Sur la question des chefs de projet dont a parlé Jean-Luc, c'est vrai qu'on avait affaire vraiment à des métiers totalement nouveaux lors de leur apparition. La preuve, c'est qu'il a fallu aller créer des centres de ressources pour les accompagner, tellement ils se sentaient isolés et dans un paysage administratif, notamment au sein de l'État ou les collectivités locales, qui ne comprenaient même pas leur mission.
Et dans un premier temps, ce qui était tout à fait intéressant dans l'apparition de ces chefs de projet, enfin, j'en ai parlé effectivement dans l'article de l'art urbanisme que citait Jean-Luc, mais j'en ai parlé aussi dans un numéro de La Beau Cité consacré au métier de la ville. Et puis évidemment, le rapport Brégan-Picard de 2000 parle très longuement de cette évolution de ces métiers, de leur apparition en particulier. Mais c'est vrai que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'était des professionnels comandatés au moins par le préfet et par le maire, à égalité. Et parfois, comme ils le disaient eux-mêmes, trimandatés, parce qu'ils mettaient aussi les habitants, enfin, ces premiers chefs de projet mettaient aussi les habitants comme étant aussi des mandants de leur action. Donc, c'est intéressant tout à fait de voir les évolutions. Alors, je suis un peu moins sévère que toi, Jean-Luc, pardon, parce que sans doute j'en ai été un représentant, sur les conséquences de la municipalisation des chefs de projet. C'est-à-dire, effectivement, par la loi Sapin de 2000, facilite l'intégration de ces métiers de contractuels dans la fonction publique territoriale. Donc, ça apporte une certaine sécurité d'emploi aux chefs de projet et en même temps, ça les renvoie du côté d'un seul des partenaires, évidemment le maire et l'administration municipale. En même temps, dans un certain nombre de villes, notamment de grandes villes, ces chefs de projet municipalisés, entre guillemets, ont joué un rôle important dans la transformation aussi de l'appareil administratif municipal, notamment pour territorialiser les services municipaux dans les quartiers. Avant, moi j'ai connu ça à Montreuil, il y avait des grandes divisions administratives, il n'y avait pas du tout de prise en compte spécifique des quartiers. Et donc, dans un certain nombre de villes, comme Nantes, comme Rennes, comme les villes notamment membres du réseau Amadeus, par exemple, on voit que c'est les chefs de projet politiques de la ville qui commencent à territorialiser l'administration municipale dans les quartiers d'appui de la ville, et ça devient ensuite le droit commun de la gestion municipale. L'exemple de Nantes est là-dessus tout à fait éclairant. Même si évidemment ils perdent évidemment en capacité d'interpellation de la vie du maire, puisque de fait ils sont surtout dépendants du maire, même s'ils restent quand même assez longtemps financés par le préfet et par l'État. Deuxième élément sur l'évolution des métiers de chef de projet, tu as raison, on passe d'un métier d'ensemblier à un métier de plus en plus technicisé et de plus en plus spécialisé. C'est aussi la rançon, j'allais dire, du succès de la politique de la ville en tant que politique publique. C'est-à-dire qu'en fait, elle étend son domaine d'intervention, elle est davantage financée, elle produit davantage de dispositifs. Donc, à chaque fois, on crée une ingénierie dédiée, ce qui perd, évidemment, ce qui modifie assez considérablement, etc. Et le cœur de métier, je dirais. Et parfois, fait en sorte qu'on considère cette politique comme étant plutôt une politique de technique, quoi, et pas politique au sens initial du terme. Concernant les métiers de l'État, je confirme ce que disait Thibault et ce que tu disais, Jean-Luc, c'est effectivement l'apparition des sous-préfets villes, par exemple, les 13 premiers sous-préfets villes ont été créés en 1990. C'était une révolution dans l'appareil administratif d'État. Quand on lit le profil de poste par exemple, du sous-préfet ville du Nord, écrit par le préfet du Nord à l'époque, c'est 10 pages. Tellement c'était différent des métiers préfectoraux habituels. C'est-à-dire qu'il s'agissait de donner à un représentant du corps préfectoral une mission d'animation de la politique publique et de coopération avec les maires, les associations. C'était absolument pas la culture préfectorale de l'époque. Donc c'est intéressant de rappeler que la politique de la ville a aussi initié cette nouvelle manière d'exercer les métiers de l'État. Et tu l'as dit en parlant de délégué du préfet, je rappellerai juste, c'est un complément à vos propos, c'est qu'avant les délégués du préfet, il y avait les délégués de l'État, créés par le préfet Bernard dans le département du Rhône, qui présentait une différence par rapport aux délégués du préfet, c'est qu'ils restaient rattachés à leur service déconcentré d'origine, et pour avoir effectivement un temps important de leur travail sur les quartiers, alors que le délégué du préfet, c'est 100% du temps sur les quartiers. J'ai eu la chance et l'honneur de rédiger la première circulaire sur les missions des délégués du préfet, et on disait, on avait écrit que la résidence principale de délégué du préfet, c'était le quartier et pas la préfecture. Et ça, c'est très politique de la ville, pardon de le dire, mais c'est. Et ça, il n'y a pas beaucoup de circulaires sur les missions d'agents de l'État écrites comme celle-là. Dernier point, c'est sur la médiation sociale. C'est vrai que la politique de la ville a aidé en fait, à professionnaliser
des fonctions et des nouvelles compétences qui étaient exercées à l'origine par des bénévoles. Tu rappelais la diversité des fonctions de médiation sociale, mais les premiers médiateurs interculturels étaient en fait des gens qui étaient issus des quartiers, notamment issus de l'immigration, mais qui s'étaient intégrés, qui aidaient simplement les nouvelles familles qui arrivaient dans les quartiers à pouvoir aller se rendre dans les services publics, de pouvoir accéder à leurs droits, etc. C'était des fonctions en fait sociales. Et puis on s'est aperçu que ces fonctions-là, en fait, n'étaient pas remplies par les métiers existants. Et donc, on a professionnalisé ces métiers-là. Donc, ça s'est appelé médiation sociale, parce qu'à un moment donné, il a fallu trouver un terme générique qui permettait de rendre compte de toute une série de nouvelles compétences qui se développaient. J'ajouterai une deuxième compétence, c'est l'apparition du thème de la tranquillité publique comme un enjeu majeur dans les quartiers. Et donc, on a vu se développer là aussi des nouvelles compétences et donc une nouvelle professionnalité avec les correspondants de nuit. C'est seulement après qu'on a essayé effectivement de créer les conditions pour que tout ça soit rangé, je dirais, dans un même corps de métier. Mais donc, pour terminer mon propos, c'est pour dire effectivement que cette politique publique et la politique de la ville a eu un rôle important dans la transformation de ces métiers et dans l'accompagnement en fait, de nouvelles compétences. Merci beaucoup à vous deux pour les compléments. La transition est un petit peu faite parce qu'on voulait donner la parole également à des futurs professionnels, peut-être de la politique de la ville, en tout cas du développement des territoires, du développement social et urbain des territoires. Donc on a mobilisé l'IUT, carrière sociale. Donc Marie-Pascale Guyon, je ne sais pas si tu es toute seule ou si tu as Anne vers toi. Non, je suis toute seule. Toute seule. Voilà, dire un petit mot peut-être pour présenter, et puis après on va donner la parole aux étudiants qui ont des choses à dire, qui ont des points de vue sur cette histoire et sur des sujets d'actualité. Voilà, on va les laisser donner leur regard, mais peut-être Marie-Pascale, un petit mot? Oui, alors un petit mot sur ce parcours Ville et territoire durable qui est donc au sein du département carrière sociale de l'IUT Nord-Franche-Comté. Comme l'a dit Jean-Luc, c'était une filière qui s'appelait gestion urbaine auparavant. Et dans la réforme du bachelor en 3 ans, maintenant, ça s'appelle Ville et territoire durable. Alors, on est très heureux d'avoir des jeunes qu'on forme en 3 ans. Ça change la donne. Et surtout sur des thématiques comme celle de la politique de la ville. Vous pouvez l'imaginer parce que l'ampleur de la tâche en termes de formation est là, avec un panel de sujets tout aussi passionnants et tout aussi intéressants. Sur le groupe de deuxième année qui est là présent avec nous, il y a une belle dynamique avec un groupe qui est tout à fait à l'image de cette filière de formation. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont là pour l'entrée urbanistique et plus des jeunes qui sont là pour l'entrée sociale. Et au fil des 3 années, on voit qu'ils comprennent et qu'ils ont eux-mêmes l'envie de tricoter les deux. Et ce qui fait que finalement, ceux qui se sentaient plus urbanistes au départ arrivent finalement à s'approprier une démarche plutôt sociale et avec des constats de terrain et des diagnostics de terrain, une prise en compte de ces diagnostics sur le volet social. Et ceux qui étaient totalement penchés sur le volet social comprennent que finalement, on ne peut pas détricoter des questions urbanistiques. Et on a eu des très beaux échanges grâce au livre de Monsieur Tellier et grâce à l'émission qu'on a pu écouter ensemble de France Culture, dont vous nous aviez donné le lien. Donc on a eu des échanges très très riches et donc ils vous ont préparé à la fois un partage en 3 volets et une question à l'issue de chacun de ces volets-là. Et je trouvais que c'était intéressant d'écouter cette génération de jeunes qui commencent à porter un regard justement sur la politique de la ville, en tout cas sur les quartiers, sur le développement ou la destruction des quartiers. Et c'est des sujets qui les ont pas laissés insensibles quand on a projeté en effet l'émission de France Culture avec l'intervention de Monsieur Tellier. Donc voilà, donc je propose alors le partenariat avec Trajectoire Ressources et l'IUT Nord-Franche-Comté, c'est un partenariat historique, hein. Il s'est créé dès le début de l'ouverture du département carrière sociale et les sujets se travaillent en proximité, se nourrissent, donc les CRPV se nourrissent, le CRPV se nourrit à la fois de nos filières de formation et bien sûr inversement, nos étudiants se nourrissent via des formats comme celui qui est proposé aujourd'hui de la présence d'un CRPV sur la région Bourgogne-Franche-Comté et c'est tout à fait efficace et tout à fait intéressant. Voilà, donc je voulais donner la parole aux étudiants
dans l'ordre dans lequel il le souhaite. Donc, je sais qu'il y a une intervention, je pense, de Valentin, de Driss et d'Anne, me semble-t-il. Si je me trompe, vous rectifiez, il n'y a aucun souci. Et je vous propose qu'on les écoute, si ça te convient, Benjamin. Oui, c'est parfait. Merci. Valentin, peut-être pour Merci à vous. qui t'a donné un ordre et accélérer un petit peu parce que désolé, on n'avait pas vu le temps qui passait là, on était plongé dans l'histoire. Alors, bonjour à tous. Alors effectivement, nous, on va parler un peu de la dynamique entre le politique et ces quartiers qui sont nés du chaos industriel. Par contre, on s'est réparti un peu la parole. Du coup, je vais donner la parole à Louane qui va vous faire un petit contexte historique et puis après, on posera les questions adéquates. Bonjour à tous. Du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Louane. Juste, j'ai pas de caméra, j'ai un vieil ordinateur, mais j'espère que le micro va suivre. Ça marche, oui, oui, on entend bien. Allez-y. Ok. Alors du coup, nous, nos recherches, elles vont se séquencer en 3 temps. On a fait un focus un peu sur l'après-guerre, la reconstruction, et puis bah, du coup, évidemment, l'immigration. Ensuite, on va parler des premiers pas de la politique de la ville pour directement faire un bond vers l'actuel, là actuellement les avancées, le constat. Alors concernant l'après-guerre, enfin du coup, après la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte que la France avait eu besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays et que l'État a fait appel à de l'immigration, principalement maghrébine, pour répondre à cette demande. Cependant, on voit qu'il y a eu la crise économique de 1974 qui a marqué quand même une forte hausse du chômage et on s'est rendu compte quand même que l'immigration avait pas mal été pointée du doigt comme une des causes de la situation, un peu en tant que bouc émissaire national quand même. Ce qu'on constate de la part de l'État, c'est que donc l'État a voulu quand même stopper les flux migratoires et a mis en place notamment une politique incitative de retour au pays. Donc c'était en 77 et c'était à la fin, enfin ouais, 77-78. On voit qu'il y a eu une aide financière de 10 000 francs, il me semble, à l'époque, qui avait été proposée aux travailleurs étrangers qui résidaient en France depuis au moins 5 ans. Donc le constat, c'est qu'en 19 mois, il y a eu plus de 23 300 décisions d'attribution de cette aide qui ont été prises. Du coup, ça a impliqué qu'il y a eu 45 000 personnes, y compris des membres de leur famille, qui sont donc partis de la France. Si on veut avoir un peu un point de vue critique, on se rend quand même compte que ce chiffre, ça représente une goutte d'eau parce que la population active étrangère en France, à ce moment-là, elle était estimée, il me semble, à 1,7 million de personnes. C'est un chiffre quoi, qui est resté stable depuis les années 80. Donc 45 000 personnes, ça reste assez insuffisant par rapport à la volonté de l'État sur ce point. On se rend compte du coup que malheureusement ces mesures elles ont pas résolu, enfin elles ont évidemment pas résolu la crise économique parce que enfin, elles pouvaient pas être imputées aux immigrés et que le taux de pauvreté a continué d'augmenter, donc se concentrant de plus en plus dans les quartiers dits sensibles. On voit au début du coup des années 80, après d'ailleurs les émeutes urbaines telles que celle de la cité des Minguettes à Vénissieux, hein, on se souvient de la marche des Meurs en 83, que l'État a quand même commencé à développer une véritable politique de la ville, et cette politique avait pour ambition de réduire les inégalités territoriales et de restaurer la cohésion sociale dans les quartiers, comme l'a souligné Monsieur Tellier tout à l'heure. Euh, si on avance un peu du coup à de nos jours, on voit que, à noter quand même qu'en 2014, il y a eu une loi importante qui a été adoptée pour réformer la politique, qui prévoyait notamment une participation citoyenne accrue via les contrats de ville, avec des objectifs fixés jusqu'en 2020. Voilà, je mets la parenthèse. Du coup, en avançant maintenant, et là, à l'époque à laquelle on voit que malgré ces initiatives, donc 10 ans après, le résultat de la politique de la ville, il est quand même mitigé, et que la participation citoyenne, qui devait quand même être un pivot des contrats de ville, n'a pas été mise en œuvre, en tout cas avec la même intensité dans tous les territoires. Et en plus, vient s'ajouter à ça le budget alloué aux quartiers prioritaires qui ne fait que de baisser, hein. Là, pour 2025, il me semble que la réduction, elle est prévue, enfin, elle est estimée aux alentours de 14%, passant de 639,5 millions à 549,5 millions. Donc, évidemment, cette diminution des ressources, elle rend la mise en œuvre des actions encore plus complexe, mais on voit quand même qu'il y a une abstention électorale qui atteint des records dans les quartiers prioritaires et que ça témoigne quand même d'une
perte de confiance des habitants envers les institutions et l'État. Enfin, en tout cas, on Bon, peut ben, on va faire comme l'interpréter nous. comme ça. Comment? Attends. Non, non, allez-y, allez-y. Vous pouvez continuer. Ouais, et bah, du coup, je vais conclure. Donc, on voit que bah, il est clair que la reconquête, enfin, nous, en tout cas, en tant qu'étudiants, il nous a paru qu'il était clair que bah, la reconquête de la confiance des habitants et bah, le renforcement de leur participation dans la vie publique semble maintenant indispensable, ou du moins un point majeur qui doit, enfin, je pense, susciter notre intérêt. Et évidemment, cela nécessite bah, des actions concrètes et des moyens financiers à la hauteur des enjeux et évidemment une politique forte. Maintenant, on s'est posé une question qui reste ouverte et qui, nous, on n'a pas forcément de réponse, mais on a formulé une question. C'est du coup, est-ce que l'engagement politique et citoyen pourrait être une solution pour les habitants des quartiers prioritaires? Et si oui, comment la déclencher et l'encourager? Merci, merci beaucoup pour cette première intervention là des étudiants. On voit que vous avez travaillé le sujet, que vous avez des éléments. Peut-être, je vais me tourner vers Thibaut Tellier, qui dans son ouvrage, on retrouve à l'intérieur de l'ouvrage et tout au long des chapitres, du chapitrage, la référence à la participation citoyenne, à la présence des habitants, à l'implication des habitants. Il n'y a pas de chapitre dédié, il me semble, hein, dans l'ouvrage sur cette question, mais peut-être d'avoir votre regard quand même sur cette thématique récurrente. Comment elle a voyagé dans le temps et comment vous voyez les choses et ce que vous retrouvez dans les propos des étudiants. Oui, merci Benjamin. Merci beaucoup pour ces remarques extrêmement Toi. justes et précises. Alors, j'y suis d'autant plus sensible que une partie de ma réflexion vient des cours que j'ai pu faire dans le cadre de l'option gestion urbaine à l'IUT de Tourcoing, puisque avant d'être à Sciences Po, j'ai fait un certain nombre d'années au département carrière sociale de Tourcoing, donc qui dépendait de l'Université de Lille. Et j'avais été associé à la création précisément de cette option gestion urbaine. Donc, je vous rejoins hein, évidemment sur tout ce que vous avez pu dire. Peut-être juste un mot, effectivement, pas deux mots sur vos différentes remarques. La première, c'est sur la question migratoire. Euh, Elle est fondamentale, hein. Elle est fondamentale et j'ai eu l'occasion de dire ici et là que sans doute les historiens, et je me mets dedans, n'avaient pas suffisamment saisi précisément cette question de l'immigration par rapport à la politique de la ville. Parce que c'est une question qui est récurrente, c'est une question qu'on voit passer en creux, mais qui n'est pas véritablement, je dirais, affrontée telle qu'elle. Il y a des ambiguïtés. Alors, je n'ai pas le temps ici, malheureusement, de développer, mais je suis prêt à venir à Belfort, hein, d'ailleurs, pour redialoguer avec vous, mais de manière beaucoup plus importante, parce que c'est effectivement une question essentielle. Mais je veux juste vous donner un exemple. La marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, elle était porteuse d'un espoir. Et on sait très bien que cette marche, elle est née dans le contexte des événements qui avaient eu lieu à Vénissieux, mais aussi à Vaux-en-Velin, juste à côté, dans l'Est lyonnais. Donc on voit l'association de ces revendications citoyennes et en même temps son portage par une partie de la politique de la ville, de la CNDSQ. Et ça nous remet dans la question de l'innovation. C'est-à-dire que la CNDSQ, elle avait des attributions suffisamment larges pour se permettre précisément de réfléchir à ces questions d'intégration, comme on disait à l'époque, mais aussi sur le portage citoyen, etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore sur un organe normalisé en termes d'administration publique. Bon, donc cette question, elle est fondamentale. Vous vous rappeliez effectivement à juste titre que ces immigrés, bah, ce sont eux qui ont construit les grands ensembles, premier élément, mais qui y ont habité dans les années 70 à un moment où précisément le cadre urbain, le cadre bâti, on va dire, se dégradait, hein. Donc là aussi, il y aurait toute une question à faire en miroir sur cette question, effectivement, de la participation des immigrés à cette histoire urbaine qui est encore aujourd'hui relativement peu étudiée. Bien. Deuxième élément, mais qui rejoint celui-là d'ailleurs, c'est la question de la participation politique. Et là, on voit comment cette question, en fait, elle a été posée très vite. Si je reprends mon exemple de Sarcelles,
qui a été quand même constitué de A à Z par la Caisse des dépôts, et qui, dès 1965, ressent le besoin de créer ce qu'il appelle à l'époque des conseils de résidents, dans lequel d'ailleurs vont s'engouffrer les militants de l'époque qui étaient souvent au PSU, Parti socialiste unifié, alors dirigé par Michel Rocard. Et on va retrouver par exemple un certain Claude Neufchander, qui était militant à la DELS, qui était une association justement sur tout ce qui était développement local, mais qui était aussi militant PSU, qui devient président de ce conseil. Et au fond, dès 1965, on voit la problématique se dresser, à savoir que pour la Caisse des dépôts, ce conseil de résidents a une fonction essentielle, pour ne pas dire unique, c'est faire ce qu'ils appellent de l'animation. On anime le quartier, donc on fait des fêtes, on fait des rencontres de foot, je ne sais pas trop quoi, mais c'est tout. Puis un jour, Neufchander, dans une réunion, dit oui, mais attendez, nous, on voudrait être aussi associés, par exemple, sur le prix des charges collectives. Et là, la Caisse des dépôts lui dit en gros, mais joliment, mais quand même fermement, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour faire de la co-gestion avec nous. Vous êtes là pour animer le quartier, mais n'allez pas chercher plus loin. Donc on voit que finalement, dès 1965, il y a une forme d'ambiguïté sur le paramètre, le positionnement des habitants des quartiers HLM sur les problématiques qui les regardent au premier abord. Donc c'est là aussi que l'histoire peut nourrir cette réflexion. Et j'en terminerai par là sur la position, c'est-à-dire qu'on voit bien comment cette participation citoyenne, elle est quelque part inhérente, structurelle à la politique de la ville. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de participation citoyenne? Et effectivement, quand vous regardez, vous l'avez cité, mais quand on regarde par exemple les taux de participation électorale à toutes les élections dans les quartiers de la politique de la ville, généralement, on est sur des scores encore plus inférieurs. Je dis encore plus inférieurs parce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y aurait une sorte de carence démocratique dans les quartiers de la politique de la ville et qu'ailleurs, ça se passerait bien. Non, aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais aussi des quartiers de la politique de la ville comme miroir de la société, c'est écart qui a une désaffection de la politique partout. Alors avec effectivement peut-être des plus important dans ces quartiers, mais c'est une question qui regarde l'ensemble de notre participation citoyenne. Voilà, donc c'est pour ça que moi je mets aussi en garde sur le fait de dire attention qu'il n'y ait pas trop de dispositifs particuliers, effectivement, parce que la ressource citoyenne, elle doit être intégrale. Mais en même temps, c'est vrai que ces quartiers expriment peut-être des problématiques plus particulières. Je pense par exemple à la question des discriminations, où effectivement la question des discriminations se pose très certainement plus fortement, mais peut-être aussi plus spécifiquement dans ces quartiers que, par exemple, au hasard dans l'Aveyron. Mais voilà, je pense qu'il faut quelque part, pour en finir là-dessus, repolitiser la question urbaine. C'est-à-dire que très clairement, ce n'est pas une question technique, hein, c'est une question politique. Merci beaucoup à la fois pour les éléments, les retours et puis la clarté du sujet qui a été posé par Louane. Merci beaucoup. Peut-être avant qu'on passe... alors, désolé, le temps est passé très vite, hein, on avait dit 11h30, on avait pris un petit peu de marge. Il y a quand même quelques représentants de conseils citoyens avec nous aujourd'hui. Ou des accompagnateurs dont on a un petit message dans le chat. S'il peut y avoir un petit témoignage sur aujourd'hui, comment vous voyez cette question, mais vraiment très court, hein, désolé, mais ça nous semble intéressant quand même de vous donner la parole, puisque c'est un axe de travail du réseau national des centres de ressources, de la politique de la ville en général. On a besoin d'innovation. Voilà, donc il y avait un monsieur de Paris qui est avec nous de conseil citoyen. On a des accompagnateurs. Peut-être comment vous voyez ce sujet-là à l'heure d'aujourd'hui, assez rapidement. Il y avait monsieur Jean Mougin. Et puis, euh, c'était monsieur Vasseur aussi. Vous avez évoqué dans le chat, peut-être dire un petit mot sur ce que vous faites et puis votre regard. Bonjour, donc je suis effectivement chez ma sœur, donc association Optima, on est une association de médiateurs, donc avec des contrats adultes relais. Je vais simplement relire ce que j'ai dit dans le chat, ça fait écho à ce que vous disiez, et ça fait aussi écho à un livre qui vient de sortir, qui est de Nicolas Rio, entre autres, sur Pour en finir avec la démocratie participative, qu'on peut aussi citer. Et donc, enfin, je relis ce que je dis, c'est pour rebondir donc sur cette question de médiation sociale et de participation citoyenne. Sur le territoire parisien, on a un dispositif de médiation sociale qui a été mis en place pour accompagner les conseils citoyens.
Là où moi je pense que l'innovation était intéressante, c'est que les médiateurs auraient pu permettre d'aller chercher des publics inaudibles, ceux qui sont vraiment absents de la fabrique de l'action publique en quelque sorte. Et force est de constater que ça a été un échec d'aller chercher ces personnes qu'on n'entend pas pour plusieurs raisons que je cite. La précarité des postes adultes relais qui empêche d'avoir une stabilité sur les postes, stabilité qui est absolument nécessaire pour instaurer une relation de confiance avec ces publics inaudibles. Une deuxième raison, c'est qu'effectivement, comme il a été cité, c'est cette professionnalisation des métiers qui a parfois tendance à gommer ce côté militant nécessaire à ces pratiques de démocratie participative. Et notamment, la troisième raison, c'est que nous, on répond à une commande de l'État et qu'à partir du moment où on est une commande de l'État, d'une, c'est difficile d'aller voir les habitants qui ont une défiance envers l'État. Et deuxièmement, c'est la notion d'impartialité des médiateurs qui peut interroger. Merci beaucoup pour ces éléments. On continue, on va redonner la parole aux étudiants, puis on va fonctionner en rebond. Il y avait encore deux thèmes. On vous laisse les présenter, peut-être de manière un petit peu synthétique. On est déjà à 11h30 et qu'on déborde pas trop trop. Oui, Valentin, je vais être rapide, c'est Brice, moi pardon. qui risque. Je vais être Oui. rapide. Donc, nous, c'était plus le volet rénovation urbaine. Donc, on sait que depuis le début des années 2000, les quartiers prioritaires en France subissent des aménagements sous couvert de la politique de la ville. Ce programme national, qui est la rénovation urbaine dirigée par l'Agence nationale de rénovation urbaine, vise à changer la qualité de vie de ses habitants dans ces quartiers prioritaires, grâce à de grands changements urbains tels que la démolition des HLM ou la création de nouveaux espaces. Plus de 20 ans après, le constat est fait par des habitants eux-mêmes que ces grandes démolitions suivies de reconstructions n'ont qu'un effet minime sur la vie de tous les jours dans ces quartiers. Malgré cela, la rénovation urbaine est devenue, comme le disait une personne dans le reportage de France Culture, un dogme de la politique de la ville. Une intervention incontournable quand on veut opérer des changements au sein d'un QPV et principalement dans un objectif de mixité sociale. Mais sans oublier que la rénovation urbaine n'est censée être qu'une partie de la politique de la ville. Associé à ces grands changements architecturaux, il y a un volet social que l'on ne valorise que très peu. À la base, la politique de la ville est une politique additionnelle dans ces quartiers pour rétablir les inégalités sociales. On devrait alors y répondre en majorité avec le volet social. Il ne faut pas oublier l'esprit de base de cette politique et donc se reconcentrer sur les problèmes sociaux. Et c'est pour cela que nous vous posons cette question aujourd'hui, moi et tout mon groupe d'étudiants. Est-ce que prioriser budgétairement le volet social de la politique de la ville sur un territoire pourrait améliorer le quotidien de ses habitants et lutter contre les inégalités sociales? Je vous remercie. Merci. J'ai Merci été beaucoup. précis, concret. Ouais, merci beaucoup. Alors, bon, la question, c'est pas tellement une question pour un historien, c'est pas évident, mais malgré tout, on peut peut-être la reformuler sur le. Y a-t-il eu dans l'histoire un peu voilà, des exemples où peut-on se référer comme ça à Jean-Luc évoquait le balancier entre question urbaine, question sociale depuis 45 ans où on met le paquet d'un côté puis de l'autre. Voilà, comment vous sentez les choses aussi sur peut-être les 20 dernières années? Admettons depuis Borloo, depuis 2003, Thibaut? Ou- Bah, alors, pour essayer d'être synthétique, en fait, je dis toujours aux étudiants, la politique urbaine, elle marche sur deux jambes. Elle a une jambe urbanistique et elle a une jambe sociale. Et lorsque on ne marche que sur une jambe, généralement, on finit par tomber. Euh, Plus sérieusement, on pourrait imaginer que, mais je suis un peu prudent, euh, on pourrait imaginer que cette question de la démolition à grande échelle est un choix pour le coup politique. C'est-à-dire que globalement, on voit que d'abord il faut se souvenir d'une chose, c'est que cette politique des grands ensembles, elle était faite dans les années 50 comme une réponse immédiate à la crise du logement. Et elle n'a jamais été réalisée comme un fait de civilisation en disant désormais, il y avait que Le Corbusier qui pensait ça, qu'il fallait construire partout des immeubles collectifs, etc. Bon, ce qui veut dire très concrètement que c'était une politique transitoire. Et d'ailleurs, le ministère des Finances de l'époque avait calculé qu'il fallait 30 ans pour les amortir et qu'en 85, on pouvait
pourrait les démolir et puis passer totalement à autre chose. Bon. Par contre, quand on regarde attentivement l'évolution historique de la politique de la ville, on voit très bien que dans les années 80, on met plutôt le curseur sur l'accompagnement social, sur le développement social. Et la question qui est en filigrane, mais depuis des décennies, c'est est-ce que c'est le béton qui est le problème? Ou est-ce que c'est les conditions de vie dans lesquelles les habitants doivent évoluer et qu'il faut combattre? Bon, en d'autres termes, quand vous regardez la CNDSQ, on voit très bien qu'il y a un volet réhabilitation, mais ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est la création des zones d'éducation prioritaire, c'est les missions locales pour l'emploi, c'est la prévention de la délinquance, donc des politiques qui viennent s'articuler autour de cet enjeu de réhabilitation. Et puis progressivement, alors on peut penser que les émeutes du début des années 90 ça joue un rôle dans cette priorisation. On voit comment le volet urbanistique va progressivement l'emporter sur le volet social. On va créer dès 92 les GPU, grands projets urbains, qui sont déjà quelque part un signe annonciateur de cette volonté d'une intervention massive de requalification d'un quartier. Et il me semble que le point d'équilibre avait été acquis en 2001 avec les grands projets de ville, où là, on avait à la fois une volonté de développer à grande échelle une requalification urbaine des quartiers, mais accompagnée dans le même temps d'une politique de développement social digne de ce nom. Or, à partir de 2003, on voit comment les choses vont progressivement s'étioler et en termes d'ordre de grandeur financière, on voit comment aujourd'hui la politique de la ville est devenue le parent pauvre de cette politique à l'égard des quartiers post-grands ensembles. Hein, quand vous mettez les ordres de grandeur entre les sommes dédiées à la rénovation urbaine et celles qui sont dédiées à la politique de la ville, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas photo. Mais derrière, et dernier élément que je voulais quand même souligner, c'est qu'effectivement, c'est une politique qui a été extrêmement fragilisée, y compris dans sa gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit comment il y a un jeu de passe-passe par l'État, par les services de l'État, sur faire payer par la politique de la ville des choses qui devraient relever normalement du droit commun. Je vais prendre un seul exemple que je connaissais bien, que je connais un peu moins bien, mais je suis pas sûr que la situation ait beaucoup évolué. C'est la position, par exemple, des MJC, mais surtout des centres sociaux, qui sont aujourd'hui dans la main des services de l'État. En d'autres termes, tous les ans, vous devez faire un appel à projet, etc., selon des procédures assez exceptionnelles, alors que finalement, ce financement devrait être un financement de droit commun. Donc, quelque part, ça fragilise également l'édifice, c'est-à-dire qu'on voit bien comment l'État reprend la main sur un certain nombre de politiques publiques en les mettant dans quelque chose d'exceptionnel, là où effectivement il devrait y avoir du droit commun. Mais vraiment, je pense que la césure, elle est là. Et alors, bon, si vous me permettez une pointe d'ironie, tout le monde s'est quelque peu, et à juste titre, ému du devenir du rapport Borloo, ce qui était en soi, d'ailleurs, soit dit en passant, une orientation, mais c'est le même Borloo qui avait fait la rénovation urbaine. Voilà. Donc, du coup, voilà, on voit comment là aussi, il y a aujourd'hui des hiatus et sans doute des besoins de clarification. Merci. Je crois que Jean-Luc avait quelque chose à dire. Alors là, je te rejoins à 150%, Thibault. Alors peut-être un élément par rapport à cette tension ou voire la non-rencontre entre l'urbain et le social dans le contexte de la politique de la ville. C'est qu'encore une fois, on a des modalités de pilotage qui sont segmentées. D'un côté, la rénovation urbaine côté État va être portée ou pilotée par un service de l'État spécifique, réel ou autre, mais la cohésion sociale va être portée par un autre service de l'État. Je ne sais pas à quel niveau ça peut, à un moment donné, être rendu plus poreux. Et on retrouve assez souvent ces mêmes modalités dans les collectivités, dans les EPCI. On va avoir la rénovation urbaine pilotée par un service habitat et à côté un autre service qui sera en plus cohésion sociale, démocratie participative, qui aura à gérer ce soft de la politique de la ville. Donc, on voit bien qu'il y a des formes de reproduction qui s'opèrent.
Il y a un appel permanent pour faire le lien à la participation citoyenne. Je fais référence, par exemple, au rapport Parole des habitants des quartiers populaires qui est élaboré tous les 18 mois, tous les 2 ans, par la Fédération des centres sociaux et le réseau des centres de ressources, où à chaque parution de rapport, on retrouve les mêmes remarques de la part des habitants et dans plein de quartiers différents. La rénovation urbaine, elle est importante, mais on n'y comprend rien. Ou la rénovation urbaine, elle est déterminante, mais à un moment donné, il faudrait qu'on y participe. Ou la rénovation urbaine, c'était une vraie violence pour nous. Et je pense que là, on a des signaux permanents qui nous sont renvoyés par les membres et les usagers des centres sociaux qui n'ont pas vraiment été pris en compte dans cette évolution. Merci beaucoup, merci Driss pour la clarté aussi de l'ouverture. Du coup, dernier point, Valentin, un, un petit mot. Alors le micro est coupé. Alors, là, c'est bon. Un petit mot sur le global. Oui, allez-y, allez-y. Après, Louane a fait l'intervention en général. On peut reposer une question ou c'est quoi? C'est une conclusion? Ah Je oui, comprends pardon. Non, je pensais qu'il y avait encore encore un Troisième sujet. Oui, c'était pas. la Il y a encore troisième un sujet, mais la troisième pardon. intervention, Valentin. Allez-y, allez-y pour le dernier sujet, puis qu'on puisse arriver au bout. Oui, bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, c'est Oui, Anne. oui, Voilà, oui. très bien. Oui, donc mon groupe, on a une dernière intervention à faire. Donc ça va suivre un petit peu ce qui a été dit par Driss, puisque nous, on a axé plutôt sur le communautarisme. Mais en fait, c'est dans le cadre de la destruction des bâtiments, notamment dans l'émission, ça fait écho au quartier Les Alouettes. On a été intéressé et touché par l'envergure de cette situation, puisque comme on en a parlé, il peut s'agir de béton pour certains, mais on a remarqué qu'il s'agissait bien plus pour d'autres. Et d'ailleurs, on a parlé de village vertical et c'est une métaphore qui nous a tout à fait intéressés parce on a trouvé qu'elle était assez marquante, parce qu'elle témoigne d'une réelle solidarité. On a aussi entendu dans les témoignages de l'émission que ça a créé donc un sentiment de compréhension, mais aussi un fort sentiment de nostalgie auprès des habitants. Et on avait vraiment l'impression qu'il y avait une dimension presque de sacrifice. Puisqu'on a vu que les logements avaient été construits dans le but de loger la population de petites communautés, comme des cités dortoirs, et considérés comme un lieu de passage et d'accueil pour les immigrés. Et en fait, les politiques pensaient déjà à les faire construire en 1975 pour rentabiliser la construction. Le but de déconstruire le quartier des Alouettes était non seulement d'enlever des logements dits insalubres, mais aussi de créer un nouveau quartier avec des résidences pavillonnaires qui seraient adressées aux populations blanches et moyennes qui vivraient pour un petit peu déconstruire le communautarisme. Cependant, il a été mentionné d'une manière assez sous-jacente qu'il n'y avait pas de réelle recherche scientifique là-dessus. Et donc, en fait, il était dit que ça favorisait une meilleure intégration et enlèverait le communautarisme. Et nous, on s'est donc demandé pensez-vous que le communautarisme défavorise l'intégration des personnes issues de l'immigration? Alors merci. Là aussi, Thibaut, on va vous laisser réagir parce que c'est un petit peu la fin de l'ouvrage aussi hein, sur la question de l'apparition de cette question plus migratoire, mais du coup, le communautarisme, le rapport à la République, c'est vraiment la fin de votre ouvrage aussi. Ben voilà, on vous laisse apporter votre regard d'historien et l'apparition de cette question-là, en tout cas dans l'histoire, elle nous intéresse à quel moment on a basculé vers cette nouvelle question quand on s'intéresse à la banlieue, quoi. Oui, merci. Effectivement, ça va être à la fois un propos conclusif et puis qui permet effectivement d'ouvrir un certain nombre de débats. Je pense que sur la question effectivement de l'avenir des banlieues, hein, puisque maintenant je pense qu'il faut parler effectivement de manière plurielle, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus de questions taboues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
autant dire que il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de manifestation de communautarisme dans certains quartiers, et de la même manière dire qu'aujourd'hui tous les quartiers sont communautarisés. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que l'histoire peut être aussi une ressource intéressante, c'est-à-dire effectivement se rappeler, je parlais des représentations sociales tout à l'heure, c'est-à-dire que ces banlieues ont quasiment toujours été le fait de représentations sociales plutôt négatives. On pourrait reprendre, alors c'était les faubourgs, mais on pourrait reprendre la célèbre caricature des Apaches, hein, ces jeunes ouvriers qui habitaient dans les faubourgs parisiens et qui, dit-on, venaient s'encanailler à Paris le samedi soir. On pourrait tout autant parler dans les années 60 du phénomène dit des blousons noirs, hein, donc ces jeunes qui étaient là aussi des jeunes salariés, mais qui avaient un comportement qu'on trouvait parfois un peu aux portes de la délinquance, et qui pour autant, hein, soit dit en passant, ces blousons noirs, l'histoire est née quand même dans une rixe au sein d'un square qui s'appelle le square Saint-Lambert, qui se trouve dans le 15e arrondissement de Paris. Et ensuite, on a exporté le phénomène banlieue, le phénomène des blousons noirs en banlieue, parce qu'on trouvait finalement ça faisait plus, entre guillemets, banlieue que quartier parisien. Donc ces représentations sociales, elles ont été accolées, mais on voit très bien un étudiant qui fait d'ailleurs son contrat CIFRE actuellement au comité d'histoire, Hugo Santi, qui travaille avec moi sur cette question. Enfin, c'est surtout lui qui travaille, moi je dirige, mais qui travaille justement sur la fabrication de cette image du jeune dans la politique de la ville. Et on voit très bien comment, à la fin des années 1970, eh bien, il y a une sorte de nouveau danger social qui se fabrique autour de la personne du jeune, donc ça c'est une récurrence dans l'histoire, mais le jeune n'est plus ouvrier, il est d'origine immigrée. Voilà comment on construit socialement cette nouvelle peur sociale. Alors, pour être tout à fait clair, hein, cette question de la communauté, je ne parle pas du communautarisme de la communauté, est récurrente aussi dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on va parler de communauté portugaise dans l'entre-deux-guerres, de communauté italienne avec le même phénomène de rejet et d'exclusion. Et de ce point de vue-là, je ne saurais que trop recommander effectivement hein, cette approche par l'histoire, c'est-à-dire restituer non pas la vérité historique, mais de rappeler quand même comment ces quartiers se sont construits, comment ces quartiers ont été dès le départ pour une partie des mosaïques en termes de venue d'immigrés. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai travail. Alors c'est un travail fastidieux, je l'entends, mais qui moi me paraît fondamental, qui est d'étudier les politiques de peuplement. La meilleure manière de faire taire les fantasmes, c'est de revenir sur ces politiques de peuplement. Je donne toujours cette image parce qu'elle est quand même, me semble-t-il, errante. En 1851, c'est l'un des premiers recensements qu'on a en France, à Roubaix, il y a plus de la moitié de la population qui n'est pas française. Bon, alors ils sont belges. Enfin, à l'époque, le belge suscite aussi de la crainte de la part des autorités publiques. Il y a plus de 50% donc des Roubaisiens qui sont pas français. Ce qui montre bien qu'effectivement, les villes ont toujours été des lieux de creuset social. Il faut lire ou relire Gérard Noiriel de notre point de vue-là. Et donc rappeler qu'effectivement, cette question du creuset social, elle illustre l'histoire de la banlieue. S'il n'y a pas d'immigrés, il n'y a pas de banlieue quelque part, puisqu'il y a la question du rapport au travail, la question de la construction, on l'a dit, des grands ensembles. Et donc, c'est une question qu'il faut quelque part aussi dépassionner pour en revenir effectivement à ce qu'elle a été, hein, et que cette question, elle est inhérente à la fois à l'histoire de la banlieue, mais aussi, me semble-t-il, de son avenir. Merci beaucoup pour là aussi la clarté des retours. Au niveau des étudiants, donc on a fait le tour un petit peu de vos points de vue. On voulait s'arrêter à 11h30, on a un petit peu débordé. On se dit, bah, quitte à déborder, peut-être une intervention. Est-ce que ça inspire une réaction, une question d'éclairage historique des uns et des autres? C'est possible, voilà, avant de couper. De couper la visio. Est-ce que certains souhaitent intervenir, donner un regard? On a des historiques de la politique de la ville qui sont présents. Est-ce que vous voulez réouvrir un thème, hein, voilà, on a balayé, c'est un temps un petit peu multithématique. Est-ce que c'est bon? J'ai peut-être une petite question. Alors, C'est pas une grande question, mais c'est de savoir si, enfin,
on peut avoir l'impression, et en tout cas là je parle pour moi qui arrive à peine dans ce monde de la politique de la ville, qu'il ne satisfait pas tout le monde, que ce système-là ne satisfait pas tout le monde, et qu'il est perçu aussi comme de la discrimination un peu positive. Et du coup, ma question, c'est de savoir est-ce qu'on n'est pas en fait à la fin de la politique de la ville? Est-ce que toutes ces réflexions qui s'ouvrent, on n'est pas en train d'essayer de chercher un nouveau fil à tirer pour essayer de créer quelque chose qui serait plus du tout délimité par le territoire du quartier? Parce que ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a deux villes en fait, avec cette idée de quartier et de ce qu'on a vu là dans la rencontre du 10 décembre à, à Besançon, où on avait des gens qui se disaient d'abord de Planoise et qui ne se voyaient pas comme byzantins. Donc voilà, c'est où est-ce que va la politique de la ville, on va dire un peu en général. En général. Merci. Alors, je sais pas, j'imagine que cette question de l'avenir de la politique de la ville, elle s'est posée plein de fois. Le futur des années 80-90, il y a dû y avoir des moments de réflexion intense, de positionnement, de dire comment on renouvelle. Et c'est vrai que peut-être pour continuer le témoignage, on a vécu, notamment sur l'année 2022-2023, une session d'évaluation des contrats de ville. Donc, on évaluait la politique de la ville et un peu de manière de repenser les futurs contrats de territoire et quel sera l'avenir. On attendait des circulaires, on attendait des orientations, mais pendant ce temps-là, c'était intéressant de voir les réactions des uns et des autres dans les territoires et de se dire, mais si ça se trouve, on arrive au bout de la politique de la ville, notamment pour une raison, il y a plusieurs raisons, mais on peut évoquer une raison, c'est que il y a l'apparition de plein de poches de pauvreté, de petites poches de pauvreté dispersées dans les territoires, à différents quartiers. On pense aux les centres-villes, mais pas que. On a des contrats de ville, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, qui mettent en place, qui vont au-delà des quartiers prioritaires de la ville et qui intègrent des micro-poches de pauvreté. Et ça, c'est des choix parfois de collectivités locales qui disent, mais nous, on peut pas, 1000 habitants, c'est trop. On a des poches de pauvreté de 200, 300 habitants. On fait de la politique de la ville avec eux aussi, quoi. Bon, bref. Et ça a mis en question sur des territoires aussi ruraux, en disant peut-être qu'il faut réinventer une politique de la ville qui intègre ce que Thibaut Guilluy intègre la France périphérique. Hein. Voilà, en gros, c'est ça aussi, les poches de pauvreté plus rurales. Voilà, donc c'est cette question, merci, elle est importante. Voilà, là aussi, peut-être dans les partenaires, Michel, Thibaut, Jean-Luc, si vous avez envie de dire un petit mot, notamment sur notre histoire où on a réinventé la politique de la ville. Alors, très rapidement, mais effectivement, c'est bien qu'on puisse terminer sur cette ouverture, mais avec la densification des intercommunalités, effectivement, on voit apparaître autour des villes, quelques villes-centres qui étaient concernées par la politique de la ville, un certain nombre de territoires qui, là aussi, ont besoin d'une intervention sociale un peu spécifique, qui est celle qui peut être empruntée à la méthode de la politique de la ville. Et je pense que là, c'est pas une disparition de la politique de la ville, mais c'est une transposition dans le champ du développement local qui peut s'imaginer à partir d'un savoir-faire, d'une part, mais deuxièmement aussi de choix politiques. Et tu l'évoquais, l'extrapolation des frontières territoriales au-delà d'une géographie réglementaire et prioritaire, une fois de plus, elle appartient à l'expertise d'un territoire. Et je pense que là où il y a eu du dialogue de projet entre l'État et la collectivité au moment de la fin des derniers contrats de ville et en projection des nouveaux, ça a permis justement d'intégrer ces dynamiques-là et cette méthode d'une politique de la ville appliquée à d'autres territoires. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Thibaut, Michel, puis après on va s'arrêter là. Est-ce que ça vous fait réagir cette lecture pour l'avenir, quoi? Oui, bah alors je suis désolé pour parler d'avenir, je vais reprendre une citation du passé, hein, puisque elle date de 1852, je m'en excuse, mais à l'époque, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Persigny, avait signé un décret impérial dans lequel il disait la célèbre formule qu'on pouvait gouverner de loin, mais qu'on n'administrait bien que de près, et qu'à ce titre-là, il était nécessaire hein, de décentraliser l'action administrative. Pourquoi je vous cite ça? Parce que je pense que c'est une question importante
importante, voire essentielle, hein, non pas uniquement parce que c'est le thème du séminaire du comité d'histoire de cette année, mais parce que effectivement, comme le disait Michel, ça doit, les travaux du comité, c'est aussi dans ses attendus, c'est d'éclairer effectivement l'évolution de l'action publique. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que historiquement, on a eu un État effectivement qui était, pour reprendre la formule de Philippe Estève, un État animateur, en situation d'animation. Bon, mais quand vous animez aussi parce que vous avez les capacités financières de produire cette animation. Or, aujourd'hui, on est devant un État qui est ruiné, mais qui veut garder la main sur l'action publique. Moi, ça me semble à terme relativement conciliable, ces deux choses-là. Et je pense qu'il faut refaire confiance, effectivement, dans l'esprit de la décentralisation telle qu'elle avait été produite par Gaston Defferre en 83, de faire confiance au niveau local, c'est-à-dire effectivement les laisser développer des politiques et s'assurer, comme je le disais tout à l'heure, de la garantie financière qui va avec. Or, parce que qui connaît le mieux le territoire local, ce sont précisément les élus locaux. Donc, de ce point de vue-là, l'idée, c'est pas tant de prédire finalement la politique de la ville que de redonner aux collectivités locales les capacités, et quand je dis les capacités, elles sont à la fois financières, mais elles sont aussi politiques, de jouer cette carte du local et d'accompagner ces politiques publiques, avec évidemment des appuis méthodologiques. Et de ce point de vue-là, je pense que les centres de ressources sont évidemment une ressource, pour le coup, de première importance. Mais voilà, je pense qu'il faut reprendre l'esprit de la décentralisation et permettre aux communes, aux intercommunalités, je parlais de métropolisation tout à l'heure, hein, parce que effectivement, aujourd'hui, hein, ce que tu disais, Benjamin, c'est que effectivement la politique de la ville, entre guillemets, n'a pas le monopole de ces problèmes de carence. Et on l'a vu, notamment, on l'a vu qu'aux dernières émeutes qui ont eu lieu en 2023, ça n'a pas été uniquement dans les quartiers de la politique de la ville, mais qu'il y a eu toute une série comme ça d'émeutes qui se sont produites dans des territoires qui étaient quasiment inconnus. J'exagère, hein, mais de l'action publique référencée sous le label politique de la ville. Alors certes, aujourd'hui, les contrats de ville ont été étendus à un certain nombre de départements qui étaient hors radar traditionnel, on va dire, mais pour autant, effectivement, la question, c'est refaire de la couture urbaine, ne plus être sur des grands effets de masse, ce que fait un peu la rénovation urbaine, mais pouvoir effectivement s'intéresser à des micro-territoires. Et ça, alors là, je parle aussi en tant qu'élu local, je pense que c'est quand même les élus locaux qui peuvent le faire avec la qualité qu'on leur connaît. Merci beaucoup, Michel, pour le mot de la fin. En fait, ce sera aussi, on propose de réagir là, de ce qu'il dit, puis on va clôturer. On te laisse un petit mot pour terminer sur cette discussion de ce matin. Alors, le micro est coupé, ton micro. Ça y est, j'ai réussi. Non, mais ce ne serait pas un mot de la fin. Sinon, le premier mot, c'est de vous remercier de cet échange qui est absolument passionnant. Dernier sujet de discussion m'inspire de réflexion. La première, premier sujet de réflexion, c'est qu'on a souvent annoncé la fin de la politique de la ville. Moi, j'ai connu ça à plusieurs reprises. Qu'en fait, elle ne s'est jamais arrêtée, tout simplement parce que les problèmes restent et que ça justifie que des politiques publiques soient mises en œuvre pour essayer d'y remédier. Et en même temps, on est dans une véritable tension, sans doute plus qu'il y a un certain nombre d'années. Il y a une tension entre, d'un côté, je dirais, le succès de la politique de la ville comme une politique de la méthode, et comme le disait Jean-Luc, il y a un transfert des méthodes de la politique de la ville, transversalité, appui sur les habitants, partenariat, contractualisation dans d'autres territoires, notamment les territoires ruraux. On voit bien qu'il y a des emprunts qui sont en cours dans des territoires qui, justement, ont besoin d'une nouvelle méthode de gouvernance de l'action publique. Et puis de l'autre, qu'il y a un risque de dilution de cette politique publique au niveau national. C'est-à-dire que c'est une politique, comme l'a dit très bien Thibault, qui est de moins en moins identifiée et identifiable. Et je dirais que dans ce contexte-là, il me semble que c'est les territoires et les acteurs des territoires qui ont une capacité. D'abord, ils ont gardé la mémoire
de ce que cette politique publique a produite, de ses intentions initiales, et pas simplement que des questions techniques. Que du coup, ils sont les mieux placés, sans doute, aujourd'hui, pour remettre sur le devant de la scène cet enjeu-là d'une politique publique pour les habitants des quartiers populaires, avec ses acquis, avec toutes les expérimentations qui ont été conduites et qui produisent des effets et qui sont sûrement insuffisamment connus. Et je dirais que l'avenir de la politique de la ville est peut-être du côté de ces acteurs-là, si jamais il n'y avait pas d'évolution au niveau des politiques nationales. Merci beaucoup. Eh bien, on vous propose de clôturer. On a pris une demi-heure de retard, c'est parfait. En fait, tout était prévu, hein. Voilà, on voulait se laisser un petit temps de souplesse. Un grand merci à tout le monde. Ça donne envie de continuer cette discussion d'éclairage historique. Ça donne envie de vous inviter aussi dans les territoires nous en Franche-Comté, on échangeait dans le Nord-Franche-Comté où il y a un passé industriel aussi À qui Belfort, pourrait oui. qui pourrait entre Belfort, Montbéliard, voilà, vous avoir une discussion un petit peu plus située en termes de territoire et de particularité. Bref, un grand merci à tous. On vous souhaite une belle fin de journée, belle fête de fin d'année. Pour ceux qu'on retrouvera demain du coup au comité d'histoire sur l'événement. Et puis à très bientôt. Bonne lecture pendant les vacances. Profitez-en pour lire.